Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule. Aujourd'hui, on revient sur un jeu qui s'appelle Donjons et Dominos, qui est l'un de mes jeux parus lors d'une saison précédente. On a eu l'occasion de parler de quelques-uns de ces suppléments, dont le fameux Cthulhu Donjons et Dominos, qui se trouve sur le site Donjons et Dominos. Alors il est un peu compliqué à trouver, le site de Donjons et Dominos, je crois, sur mon truc. C'est Romaric Briand / Donjons et Dominos. C'est-à-dire il n'est pas... Il est assez difficilement trouvable à partir du site de La Cellule. Ouais. Il faut quelques clics. Il va falloir que pas super intuitif. Ouais. Donc voilà, et aujourd'hui pour parler d'un nouveau supplément pour Donjons et Dominos qui a été designé par Jérémy Klein, qui est avec nous. Jérémy, ça va la pêche ? Ouais, ça va. On rappelle que Jérémy est ludothécaire à Plouer, et donc c'est un genre de jeu de société. Il est notamment l'auteur d'un jeu qui s'appelle Les Sorcières de Médavie, qui est, si ce n'est paru, apparaître certainement. En tout cas, on travaille encore. On travaille. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est un jeu très difficile à régler. Mais celui-là aussi, d'ailleurs, je note que ce supplément de Donjons et Dominos que tu nous as fait là, il est finalement plus complexe qu'on se l'imagine. Je voulais un truc simple, un truc pour respirer. Et effectivement, il a plein de petits challenges, mine de rien, faut faire attention. Et j'ai réuni absolument toute la team de playtesters de Donjons et Dominos, puisque Johan est avec nous également. Johan qui a été l'un des premiers à moduler justement Donjons et Dominos, ça va la pêche. Hello world. Donc on rappelle le bidulant, on peut le retrouver sur Twitch. Tu fais un peu moins de Twitch en ce moment. Oui, parce que je n'ai pas la fibre là où je suis, donc avec 40 kHz en descendant, c'est très compliqué de streamer. Donc voilà la team créative de Donjons et Dominos réunie. Alors, est-ce qu'on peut présenter rapidement ce supplément que Jérémy nous a... Alors nous, on est enthousiastes avec Johan. Je confirme. On a fait la campagne complète. Ça commence à être une bande de potes là, donc forcément, on s'aime entre nous. Non, nous ne sommes pas... Ce n'est pas parce que nous sommes des amis que nous aimons nos jeux. C'est parce que nos jeux sont aimables que nous sommes des amis, tu vois. Ça va dans les deux... Je suis d'accord. Je crois que ça va dans les deux sens. Ça va comme ça. Voilà. Ça s'auto-alimente, tout ça. Tout ça, c'est ça, exactement. Non, mais vraiment, Jérémy, au-delà de la flatterie ou quoi que ce soit, je veux dire, tu as une grosse expérience du jeu de société. Moi, j'ai retrouvé plein de sources d'inspiration différentes dans cette version de Donjons et Dominos. J'aurai l'occasion d'en parler, mais peut-être d'abord présenter qu'est-ce que c'est cette version de Donjons et Dominos. En fait, c'est une version cyberpunk. Pour être un peu plus précis, on va être dans la partie runner du cyberpunk. Ouais. C'est Shadowrun, voilà, c'est le mot que je cherchais. Shadowrun. Le jeu de rôle Shadowrun. Je crois qu'on peut interpréter des personnages dans lesquels justement on peut être des pirates. Oui. Et on rentre dans des réseaux. Et c'est un peu le même esprit, c'est-à-dire que dans Donjons et Dominos, on est dans un labyrinthe à friter des ennemis. Ouais. Et là, du coup, on est des runners qui rentreront dans un réseau à la place du labyrinthe. Voilà. Les ennemis sont remplacés par des pare-feux. Voilà. Les salles, c'est des serveurs. Et notre idée, du coup, c'est qu'on est des pirates et on va essayer de chercher des informations, des datas dans les serveurs. Et c'est ça qui va donner l'objectif de notre petite histoire ensemble autour de la table. C'est d'avancer, trouver les datas et voilà. Voilà, on joue en fait, sans spoiler trop, mais le début du jeu, on joue des étudiants qui cherchons à entrer dans le réseau informatique de notre université, de notre lycée, pour modifier notre note. On a une sale note à un interro et on veut avoir 20 sur 20, donc on rentre notre... Et là, alors qu'on est en train de rentrer sur le serveur de l'université, on est abordé par un autre hacker qui me dit « Hey les gars, vous êtes capables de faire ça, ça vous dirait pas de faire mieux ?» Et donc on va être amené à progressivement aller sur des terrains beaucoup plus risqués, beaucoup plus dangereux, pirater des comptes beaucoup plus intéressants que simplement se donner 20 sur 20 à une interro. Le tout habillé d'une façon... Alors là, Johan, je veux que tu nous en parles parce que c'est toi notre informaticien ici quand même. C'est ton métier. Oui. Et un habillage qui est très très propre. Vraiment... Et c'est ça, donc toujours pareil, je vais essayer de ne pas spoiler du tout, mais entre les mécaniques mises en place pour cette extension et la thématique de l'informatique, ça se répond, mais très très bien. Ouais. Après,
que ce soit au niveau du lore pur et dur, ça c'est top. Franchement, une personne qui est dans l'informatique voit plein de clins d'œil, c'est excellent, c'est vraiment c'est du miel. Et les mécaniques en elles-mêmes qui vont être faites derrière permettent vraiment de ressentir aussi ce côté-là. Moi j'ai vu plein de petits clins d'œil et plein de petites mécaniques très très intelligentes qui font que c'est quelqu'un qui connaît un peu les réseaux informatiques, il trouve son compte. Alors, c'est un avantage, c'est aussi une des difficultés du jeu pour moi. C'est ce que j'allais dire. Moi, je me suis fait plaisir j'ai du mal aujourd'hui. Ayant fait aussi des études en informatique, donc j'ai un tout petit bagage. J'ai beaucoup perdu, mais j'ai forcément eu des restes. Et donc, du coup, je me suis fait plaisir à mettre des références, des choses liées à mes études. Je me suis aussi inspiré beaucoup d'un jeu qui s'appelle Hacknet. Voilà. On n'est pas du tout sponsorisé, quoi que ce soit, mais ça a vraiment été la grosse référence pour ce jeu-là. Et donc, du coup, il y a, on va dire, tout un langage informatique qui est mis dans le jeu. Et j'ai peur que, du coup, ça peut être un frein pour un néophyte qui connaît rien du tout. Je pense que ce jeu peut attirer que au minimum des gamers, c'est-à-dire au minimum quelqu'un qui a touché à un PC qui a déjà bidouillé 2-3 trucs sur des PC pour avoir des liens. Et je pense qu'effectivement un public qui touche beaucoup au PC ou informaticien peut retrouver des références, ou tous ceux qui aiment le cyberpunk en règle générale, qui s'intéressent, peut retrouver des références dans lesquelles on peut se plonger assez facilement. Par contre, quelqu'un qui est hermétique à ce thème-là, du coup, cette extension-là va, je pense pas leur convenir. Vaut mieux qu'ils cherchent une Cthulhu s'ils préfèrent le mode Cthulhu, ou une forme de Donjons et Dragons pour faire. Enfin voilà, faut trouver un peu. Faut que l'univers parle pour que ça fonctionne. En fait, alors, ce qu'il faut dire, c'est que petit 1, s'il y a au moins un informaticien autour de la table, ça le fait, parce qu'il peut faire de la pédagogie, expliquer comment ça fonctionne, etc., et décrypter en fait. Et c'est très rigolo, parce que moi, par exemple, je suis dans la position typique du mec qui connaît rien en informatique. Mais vraiment, je suis zéro, une bille. C'était génial de voir Johan nous expliquer comment ça marchait et tout. Je trouvais qu'il y avait un côté... il y a aussi une petite dimension pédagogique du code, tu vois, d'apprendre. Tiens, c'est comme ça, les lignes de commande, ce genre de trucs. D'ailleurs, pour les lignes de commande, je ne sais pas si tu as pensé à mettre un petit glossaire au début, ou un petit lexique, où tu utilises deux commandes, principalement dans le lore, ls et read. Donc ls qui permet de voir le contenu d'un répertoire, et read qui permet du coup de lire un fichier. Ouais, je pourrais le présenter en fichier help, en commande. Exactement, man, même tu fais un fichier man ou readme en fait. Readme, ça peut être rigolo aussi. Bon, il y a moyen de mettre un petit glossaire, ça va permettre d'expliquer des termes justement qui sont utilisés. Parce que pour expliquer un peu plus, ça donne un peu l'impression qu'on est sur Linux, sur une box de commandes dans laquelle on va taper vraiment des lettres, des commandes, donc ls, read, pour pouvoir ensuite avancer dans le scénario. Alors on ne le fait pas directement, c'est la présentation du jeu qui est mis comme ça, mais ça permet du coup de comprendre, ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça donne l'impression du coup d'être un peu dans le hype, quoi. Johan, tu veux ajouter quelque chose ? Juste pour dire que c'est un obstacle, oui et non. C'est un élément de lore qui peut être dépaysant, mais qui peut être dépaysant aussi. Exactement. Et donc, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, il y a un petit côté, oui, effectivement, il y a un côté, c'est très perturbant, mais en même temps, c'est très perturbant. En même temps, on est vraiment dans un autre univers et tout ça. Et là aussi, pour l'immersion, c'est super. Et il y a un autre élément, c'est la musique que tu as utilisée, qui est donc celle de Hacknet, qui est absolument géniale. Donc, dans le jeu, dans le PDF du jeu, qui, on le rappelle, est totalement gratuit. Hein. Sur le site Donjons et Domino, tout en bas du site, vous verrez un truc scénario additionnel. Vous allez là, vous téléchargez le PDF. Tout ça est totalement gratuit. Vous pouvez trouver les musiques de Hacknet sur YouTube pour illustrer votre scénario. Musicaliser votre scénario, comment on dit ? Ambiancer. Oui, très bien ambiancé. Ambiancer. Et donc, du coup, tu précises dans la base, dans le PDF. À chaque fois qu'on est sur une page, des fois là-haut, c'est marqué musique de points, et en grosso modo, ça propose une musique. Toujours une musique d'Hacknet, comme ça, on reste un peu dans le même univers aussi, la même ambiance. Après, chacun peut choisir sa musique. On n'est pas obligé de rester sur Hacknet, loin de là. Mais je trouvais que ça allait bien dans l'esprit, parce que ça reprend vraiment l'idée du jeu Hacknet. C'est juste que c'est du Hacknet en Donjons et Domino.
Et puis le fait d'avoir toujours la même source de musique, ça permet d'avoir une cohérence audio qui est loin d'être mauvaise en fait. Ouais. Perso, t'avais vraiment l'impression d'être dans un film en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus par rapport au langage informatique qui peut peut-être perturber les gens. En fait, pas du tout. Une personne qui ne connaît rien d'informatique, même si toute la table ne connaît pas, ça fera le même effet que Star Trek en fait. Régler les phaseurs, distorsion 4. Ouais. C'est des trucs en fait, ça n'a aucun c'est là qu'il faudrait sens. l'essayer peut-être avec un autre groupe qui ne s'y connaît pas du tout pour voir si ça. Mais à mon avis, ça marchera pareil en fait. Alors moi, je pense qu'il faut au moins quelqu'un qui ait un petit bagage. Moi, je suis pas un grand bagage. J'ai simplement un bac+2 en informatique et on n'a pas besoin de bac+2. Il suffit simplement d'avoir touché avec ses potes au lycée pour se rendre compte un peu des lignes de commande. Quoi. Et pour moi, juste un petit lexique sur les 2 commandes principales que tu utilises pour expliquer un peu une ligne de commande, comment ça fonctionne. Et là, c'est bon, tout le monde a toutes les clés en main pour faire les énigmes et pour comprendre le lore sans aucun problème. Pour info, on a fait, donc le jeu est composé de 3 scénarios. On a fait 2 scénarios avec Soren, qui a 9 ans. Et ça ne l'a pas du tout empêché de triper le jeu, etc. Il comprenait pas. Et lui, il a jamais fait. Il a fait de l'informatique comme un enfant de 9 ans. Donc, il a jamais été dans les lignes de code et des trucs comme ça encore. Pour le moment, un enfant de 9 ans normal. Je parle pas de Darky, bien sûr. Donc, lui, il a jamais fait de lignes de code et de machin comme ça. Donc, du coup, et ça s'est très bien passé. Il a réussi à jouer avec nous. Il y avait aucun souci. Il s'est éclaté. Enfin voilà. Donc, ça veut bien dire que s'il y a quelqu'un pour guider, on est quand même dans un jeu qui est avec une certaine accessibilité. Dernier point sur l'accessibilité que je voulais dire, c'est que celui qui va télécharger un mode de jeu Donjons et Dominos, hacker, net, etc., c'est certainement pas quelqu'un qui aime la fantasy. Donc, quelque part, quand tu vois la proposition du jeu, elle attirera forcément à elle quelqu'un qui... l'informatique et la fantasy. Non, mais on peut aimer les deux, mais si on est exclusif... Pardon, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, t'arrêtes de me reprendre. Non, ce que je veux dire, c'est que la présentation du jeu, le truc du jeu fait que de toute façon, la personne qui amènera le jeu le soir où le jeu va être présenté aux gens, elle connaîtra l'informatique. Il y a de fortes chances pour qu'elle connaisse l'informatique. Et c'est la question que je voulais te poser. Est-ce qu'il faut un meneur de jeu dans cette version de Donjons 2 ? Moi, on me pose beaucoup la question pour Donjons Cthulhu et Domino, par exemple. Est-ce qu'il faut un meneur de jeu ? Ma réponse, c'est de dire les deux sont possibles. Soit vous arrivez avec quelqu'un qui a déjà tout lu et il maîtrise, c'est très plaisant, c'est très agréable. Antoine Foin me disait que c'est ce qu'il faisait, ça marche très bien. Moi, je l'ai déjà fait, ça marche très bien. Je pense que ça peut être fait en maître de jeu ou alors jouer immédiatement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérémy, pour cette version de Donjons et Domino ? En tout cas, c'était pensé pour que ça soit jouable en solo. C'était pensé aussi pour que ça soit jouable à plusieurs, trouver du plaisir à jouer à plusieurs. Et je sais que tous les jeux dans lesquels on peut être un peu maître du jeu, d'une certaine manière, en tout cas accompagnateur, c'est toujours plaisant de découvrir dans les yeux des gens les choses en disant lui aussi il a kiffé ça, lui il a moins kiffé ça par rapport à moi, enfin bref. Du coup ça amène de l'échange, ça amène de l'interaction sociale, donc c'est toujours plaisant quand même d'être on va dire maître de jeu dans un jeu. C'est pas une obligation, mais ça ne me dérange pas si quelqu'un dit non, je préfère être un peu celui qui arbitre ou celui qui joue pour accompagner, tout comme on est tout nouveau, j'ai jamais lu et on se lance. Les deux fonctionnent pour moi. C'est-à-dire qu'on peut refaire quelque part en fait le scénario. C'est-à-dire qu'on peut le faire soi-même en solo si on veut, et ensuite le présenter à ses pairs en disant j'ai trouvé ça sympa. Est-ce que vous avez trouvé ça sympa ? Très bien. Voilà, ça c'est un élément quand même important quand on présente un jeu comme ça à préciser, parce que c'est une question qui revient très très souvent dans les gens qui téléchargent ces scénarios. Ce que je voulais dire aussi par rapport à cette version, c'est qu'il y a tout un moment dans la narration où il y a des personnages qui parlent via une boîte texte, comme on parlerait sur MSN ou sur Messenger. Et pendant la partie, donc il y a 4 personnages, vous le savez, le voleur, le guerrier, la magicienne, la prêtresse. Ici, ils ont des acceptions un petit peu différentes, mais ils existent. Et ils ont surtout des noms, des pseudonymes qui sont utilisés pendant... par exemple, il y en a un qui s'appelle Dodo, on peut le spoiler, Flamingo, je sais pas quoi. Enfin bref, ils ont tous des noms un peu rigolos, type justement de la culture hacker, on va dire, pour faire simple, et ce qui est très malin de ta part. Et du coup, parfois, ils parlent dans le texte. Et là, toi, tu nous l'as lu, et chaque fois que tu disais la ligne de texte de l'un d'entre nous, tu nous montrais du doigt pour dire c'est toi qui le dis. C'était un peu
la particularité et en même temps le défaut, c'est-à-dire que je trouvais ça très sympa visuellement de présenter la narration comme ça. Par contre, c'est vrai que quand je vois plusieurs, il y a toujours quelqu'un qui lit. Et je me dis, c'est qui Manhunter, c'est qui Flamingo Cross, c'est qui Et donc, du coup, je me suis dit, en pointant, ça permet de voir directement, c'est un peu plus fluide que rester bateau. C'est-à-dire, à lire à soi-même, je trouve que c'est mieux présenté par le texte. Ouais. Par contre, effectivement, si on le lit à haute voix, c'est peut-être plus sympa de montrer du doigt pour dire c'est qui parle, pour dire en fait il y a vraiment une interaction qui se passe entre nous, enfin pour les personnages entre nous. C'est deux manières de présenter. J'avais peur que ça soit vraiment un truc qui bloquait. Quand j'ai essayé le premier scénario avec vous, je me suis dit ça se trouve ça va pas passer du tout parce que c'est vraiment un style de narration qu'on n'a pas encore fait en fait. C'est très bien. Juste la technique du doigt. Ça sera jamais écrit dans la base de ton jeu. Oui. Alors, c'est pour ça que je le précise dans le podcast. Non, mais c'est vrai pour les gens qui veulent le télécharger, ils savent que ça peut être fait comme ça, etc. C'est typiquement l'objet d'un podcast comme ça, tu vois, de préciser des petites techniques qui seront pas dans la base, mais qui permettent de vraiment fluidifier la partie. Tu peux le mettre en conseil de jeu, du coup. Ouais. Oui, mais non, ça sert à rien. Ouais. Non, mais c'est pas la peine, tu vois. Il y a un podcast déjà dessus. Il y a un podcast. Voilà, c'est ça. Non, puis c'est un texte à lire en fait. Donc de toute façon, alors par contre, ce que tu pourrais mettre dans la base, c'est de ne pas hésiter, vu qu'en plus c'est que 3 scénarios, c'est relativement court en termes. Ça fait combien de pages en PDF là ? Je crois que c'est une dizaine. Voilà. Donc faites-le en x4 en fait. Vous avez 4 joueurs, faites x4 quoi. C'est vrai, moi je l'avais fait en x2 pour que chaque côté de la table puisse lire aussi en même temps suivre le chemin. Mais effectivement, si vous voulez faire en x4, pourquoi pas. x2 c'est bien parce que ça permet effectivement que chacun de chaque côté de la table ait sa C'est le gros défaut sinon dans les énigmes visuelles, c'est-à-dire qu'il y en a un qui regarde ou deux qui regardent et puis deux qui attendent à l'autre bout, c'était pas intéressant. Exactement. Donc c'est très important, effectivement, je le précise je crois dans la base. Imprimez au moins en x2 pour que chaque côté de la table, vous pouvez voir vraiment de manière... propre l'énigme et de pouvoir tout le monde interagir, dire moi je vois ci, moi je vois ça, et ça va 2 fois plus vite et il y a des échanges. Et moi je connais un jeu très célèbre dont c'est le défaut, c'est Unlock. Bah oui, parce que c'est le défaut que j'ai connu, c'est-à-dire que dans Unlock je crois que je demande 1 à 6 joueurs, je vois aucun intérêt de jouer à 6. Parce que tu as 1 ou 2 cartes, en plus on te demande vérifier, il a des numéros cachés des fois sur les cartes, ce qui fait que forcément pour voir de plus près, il faut la mettre devant soi, donc il y en a au moins 4 autres qui ne voient pas quoi. Voilà, exactement. Et là, alors je cite Unlock pour une deuxième raison, c'est que j'ai trouvé que c'était une des grosses sources d'inspiration aussi de Donjons et Dominos, de cette version de Donjons et Dominos. T'as pas trouvé toi ? Tu vois, directement, là, ça me saute pas aux yeux, mais pourquoi pas ? Vas-y, précisément au-delà de l'histoire des cartes. Je dirais pas, mais par rapport à certaines résolutions d'énigmes. Ah oui, alors voilà. Moi, j'aime bien, je suis très logico-mathématique. Dans Unlock, il y a des énigmes qui sont des fois très logico-mathématiques. Voilà. Ça, c'est pas des énigmes à la Cthulhu, par exemple. Oui. Tu vois, dans Cthulhu, Donjons et Dominos. Non, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve 2 structurations d'énigmes. C'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que je constate ça. C'est qu'en fait, il y a, il y a des types d'énigmes différents. Suivant les états d'esprit. Et moi, c'est ce qui m'avait surpris quand j'ai joué Cthulhu en disant c'est pas du tout les énigmes que j'aurais pensé, mais c'est génial parce que du coup, tu découvres un autre mode de fonctionnement, un autre mode de pensée, et ça t'ouvre l'esprit en disant il faut penser un peu différent. Moi, j'espère que de ton côté, c'était un peu la même chose. J'ai adoré. Je veux dire, c'est des énigmes qui sont un peu différentes. L'idée, c'est toujours difficile de trouver une énigme qui soit assez difficile, mais pas trop. Il faut aussi qu'elle soit assez accessible. Encore une fois, je pense qu'être plusieurs, là, pour le coup, c'est vraiment un plus. Parce que il faut pouvoir échanger et des fois c'est quelqu'un qui trouve une piste et ensuite c'est une autre personne qui trouve la deuxième piste et en réunion les 2 pistes en même temps qu'on arrive à des fois avancer. Johan, tu veux le dire ? Et moi une chose qui m'a beaucoup étonné de ce côté-là, c'est pour rebondir sur la différence entre Cthulhu et cette version-ci, c'est la version là, Runner, c'est vraiment les énigmes sont quasiment toutes basées sur le lore ou du moins sont appuyées par l'univers. Donc Cthulhu, c'est beaucoup plus mécanique de jeu. C'est du moins, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Il y a beaucoup plus d'énigmes en fait basées sur des mécaniques de jeu en fait, du moins qui vont déclencher des mécaniques de jeu. Que là, on résout l'énigme et il va se passer quelque chose. Voilà. Ah ouais, tu vois, c'est marrant. Moi, en tout cas, j'ai vu ça comme ça. Moi, j'aurais divisé ça différemment. J'aurais dit que dans un cas, dans Cthulhu, les énigmes sont littéraires, c'est-à-dire que tu dois lire des aides de jeu et décrypter des énigmes qui sont plus liées aux lettres, au français, à la... Alors peut-être pas dans Cthulhu, Donjons et Dominos, je te parle dans Cthulhu en général, dans l'appel de Cthulhu et donc dans Cthulhu et Donjons et Dominos, littéraire ou esthétique. Tu regardes un tableau, puis il y a une énigme cachée dans... Alors que dans la version que Jérémy nous a proposée, là, qui est plus inspirée du hack, etc., les énigmes sont plus
spatial, géométrique et mathématique. Il y a du cryptage, par exemple, dans ce jeu. J'en dis pas plus. Hein. Oui. Mais voilà, tu vois, et ben ça, c'est des trucs... En fait, et ce que je trouve rigolo, c'est que dans les deux cas, on est dans un type d'énigme qui est en adéquation parfaitement et cohérent avec l'univers dans lequel l'énigme prend place. Bah oui, dans Cthulhu, on joue des intellectuels littéraires, Qui des cherchent anthropologues, dans des vieux manuels, voire même dans des... dans des vieux livres. Ouais, c'est ça, des reliques Voilà. ou des choses comme ça. Et On joue sur la psychologie. ça parce qu'on lit, est- c'est des archéologues, c'est Exactement. des professeurs d'université, des choses comme ça. Là, effectivement, Là, c'est effectivement, c'est des hackers. des gens c'est qui des sont mathématiciens. toujours derrière l'écran à comprendre un peu les données, les chiffres et dire attends, si on passe par là, ça fait ça. Enfin bref, Mais tu vois, des logiques différentes mais qui fonctionnent. je trouve intéressant que formellement, en fait, tu vois, mine de rien, on dit toujours dans certains jeux, faites des énigmes, etc. Oui, mais quelles énigmes? Même la façon, en fait, enfin, il y a des formes d'énigmes différentes et elles peuvent coller à des univers différents. Une énigme du type Toulouse littéraire dans ce jeu-là, ça n'aurait aucun sens. Et je trouve que c'est Ça dépend souvent, comment ça serait présenté, mais oui, je vois ce que tu veux dire. souvent, en fait, de façon inconsciente, on adapte en fait nos types d'énigmes à l'univers. Mais ce que je trouve rigolo avec Donjons et Domino et ces différentes acceptions là à travers Netrunner, enfin j'appelle ça Netrunner parce que c'est une des sources d'inspiration Oui. aussi parce que tu es un joueur de Netrunner, toi. Ouais, j'y étais. Ouais. Alors, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est comme ça? Netrunner, c'est un jeu de Richard Garfield, le créateur de Magic, qui a décidé peu de temps, enfin c'est quoi, 3-4 ans après Magic, de créer un autre jeu de cartes à collectionner. Mais c'était cette fois-ci un jeu asymétrique où un joueur allait jouer les runners et un autre joueur allait jouer une corporation. Ouais. L'objectif de la corporation, c'était de monter des projets. Et l'objectif des runners, c'était voler les projets de la corpo avant que les projets soient mis en place par la corpo. C'est un jeu de cartes asymétrique, un jeu de cartes en duel asymétrique. Et le joueur corpo avait différents serveurs, c'est-à-dire qu'il avait des emplacements de zones de jeu en disant ici ça va être un serveur, mais du coup dans ce serveur-là je vais mettre un projet, mais il faut que ce projet soit protégé, donc je mets des protections qu'on appelle des glaces dans l'univers cybernétique. Le terme c'est ICE en anglais, c'est Gibson, neuromancer, qui je crois a inventé ce terme-là. Donc, je pense que c'est le père du cyberpunk. Hein. Excellent. Et du coup, Richard Garfield a mis ça en avant. Shadowrun aussi, je crois, parle de glace ou de ice pour la même mécanique. Et donc le runner, lui, doit aller vers le chemin du serveur. Il doit traverser toutes les glaces à l'aide de cartes programmes, des choses comme ça, pour essayer de piquer le projet de la corpo. Donc c'est vraiment un jeu asymétrique, c'est vraiment un jeu malin. Je pense personnellement que c'est son jeu le plus malin, le plus intéressant. Il n'a pas trouvé le public. Le mec il dit que c'est même pas Magic pour gérer une Non, Ouais, non. et pourtant je joue plus à Magic qu'à Netrunner. Magic a été le premier. On en parlait des jeux qui ont été les premiers dans leur catégorie. Forcément, oui. ils sont mis plus en avant. Ouais. Mais je pense que même pour Richard Garfield, je serais pas étonné qu'il préfère Netrunner qu'à Magic. Oui, oui. Je serais Il a prêt à essuyé les parier plâtres, ça. en fait, tout simplement. De quoi les petits défauts de Magic. Oui, il les a transformés. je Et pense, puis il en a fait autre chose surtout. C'est-à-dire qu'il a vraiment réinventé toute une mécanique. Là où il y a d'autres créateurs de jeux de cartes à collectionner ont fait du Magic bis en améliorant des trucs, mais ça reste du Magic bis. Lui, il s'est dit, je vais faire un truc complètement différent. Où est-ce que je voulais en venir aussi avec Netrunner ? Bah, tu parlais justement de la dimension asymétrique. Moi, j'ai retrouvé plein de trucs de Netrunner dans cette version de Cthulhu Donjons et Domino, dans la mesure où on joue contre le jeu. On joue les runners. Et nous, on effectivement. joue les runners qui s'infiltrent. Et on doit entre les serveurs. s'infiltrer dans Ah les ouais, j'ai réseaux. trouvé qu'il y avait vraiment une similitude. Pour moi, c'est une source d'inspiration énorme de ce. Et tu t'en avais pas conscience, je suis sûr. Ah si, ça si. Parce que tu avais l'air étonné, c'est pour ça que ça me sort. Non. Hacknet était vraiment une référence première, mais Hacknet s'inspire de toute cette ambiance hacker. Mais Matrix aussi, c'est ça que je voulais évoquer. C'est-à-dire que Netrunner n'a peut-être pas bien fonctionné. Matrix est sorti 3 ans plus tard, je crois bien. Ouais. Si ça se trouve, si Netrunner était sorti en même temps que Matrix, le aurait jeu fait un aurait carton. explosé. Alors ensuite, Netrunner a eu un deuxième souffle parce qu'il y a une deuxième édition de Netrunner fait par un autre éditeur qui a donné un deuxième souffle, qui a vraiment bien carburé un temps. Ça s'est, j'ai l'impression, éteint petit à petit. Je crois que c'est même sûr, ça s'est éteint petit à petit. Mais je serais pas étonné qu'il y aurait une troisième édition parce que c'est un jeu vraiment très intelligent. C'est excellent, ça nous fait aussi l'occasion de reparler de Netrunner qui est un excellent jeu. Alors voilà, et donc pour en finir avec mon histoire d'énigme, c'est que ce que je trouve intéressant dans un jeu modulaire ou modulable ou qui propose comme ça de faire des scénarios comme Donjons et Domino qui restent avec une même squelette, une même colonne vertébrale, mais qui propose d'y faire des modifications, c'est qu'on peut se rendre compte justement de ce type de subtilité, des différences
que les énigmes apportent en termes de couleur à un univers. Et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Une autre réflexion qui nous est venue, on change de chapitre au cours de... N'hésitez pas à m'interrompre, parce que moi sinon... C'est de l'animation, c'est l'autoroute de l'information. Donc un autre truc qui nous a frappé, c'est qu'en fait, on s'est dit que cette version de Cthulhu et Domino, on n'aurait pas pu la faire si la version de Cthulhu, Donjons et Domino, on ne l'avait pas faite ensemble. Et avant elle, la version de Cthulhu, Donjons et Domino, on s'est fait la réflexion que je n'aurais pas pu la faire. Et d'ailleurs, Johan est en bonne place dans les remerciements de Cthulhu et Donjons et Domino, parce que je n'aurais pas pu la faire sans la première version de Donjons et Domino du château au bord de la mer. Exactement. Qui n'est jamais sorti. Qui n'est pas encore sorti. Hélas. Et qui va pas tarder à sortir par paquet de 3 scénarios, je pense. D'accord. On peut mettre 6 scénarios au début, mais en fait, ça va être 3 scénarios. Ok. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, là, du coup, ce qui est rigolo, c'est que Johan a créé la première impulsion, qui m'a donné envie de faire ma version, qui t'a donné envie à toi, Jérémy, de faire ta version. Et je suis sûr que maintenant, Johan a vu tout ça. Exactement, parce que là, j'ai vu des nouvelles mécaniques qui, du coup, tu les as notées, je t'ai vu prendre des notes. Oui, c'est ça qui est fou avec ce jeu, en fait, c'est qu'il est modable à l'extrême, en fait. Oui, c'est ça, modable. Ça vient d'où ce terme de modable Les jeux vidéo, ce qui est module en fait. Donc, je vais en citer 2 qui me viennent en tête. Neverwinter Night, qui était un jeu de BioWare basé sur Donjons et Dragons, justement, qui permettait en fait, qui avait comme parti pris en multijoueur, donc c'est la suite de Baldur's Gate, de pouvoir en fait d'avoir un maître du jeu qui va pouvoir du coup créer en fait une partie dynamique avec des joueurs qui vont se mettre dessus. Et du coup, il va y avoir un éditeur de jeu qui va permettre de créer des cartes, de créer des aventures, etc. Donc, de créer des modules pour le jeu. Après, je vais citer aussi Morrowind, donc les Elder Scrolls, de toute façon en général. Je cite Morrowind parce que c'est celui sur lequel j'ai passé beaucoup trop d'heures. Mais c'est vrai aussi pour Skyrim ou Oblivion. L'éditeur de jeu va être fourni avec le jeu et va permettre de rajouter des nouvelles quêtes, des nouvelles races, des nouveaux objets, des nouveaux pouvoirs, etc. Et du coup, on peut le greffer à son jeu de base et au final avoir un jeu complètement différent, voire avoir un nouveau jeu. Il y a des personnes qui ont créé des jeux entiers qui sont complètement différents du jeu de base avec le moteur original. Et donc, on pourrait voir Donjons et Domino comme étant un moteur de jeu auquel on viendrait du coup éditer en fait. Exactement. Soit changer l'intégralité de l'histoire. En fait, on pourrait reprendre exactement pareil, mais en changeant l'histoire. Soit directement même rajouter des mécaniques parce que le jeu le permet. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve étrange, c'est que le jeu de rôle, tous les jeux de rôle sont des jeux modables en un sens, puisque il y a toujours un scénario à écrire en plus, etc. Qu'est-ce qui fait que Donjons et Domino, il y a d'entrée de jeu ce côté modable? Qu'est-ce qui vous a donné envie à l'un et à l'autre d'en faire? Parce que moi, je n'aurais jamais eu l'idée de faire mon Cthulhu si Johan ne m'avait pas inspiré. Ça veut dire que tu t'es pas dit, quand tu as créé ton jeu, ce jeu-là peut pas générer d'autres scénarios, même si c'était un scénario classique dans le même univers. Si, des scénarios, bien sûr, puisque moi je viens du monde du jeu de rôle, dans lequel on peut toujours faire des nouveaux scénarios. Des scénarios, bien sûr, mais pas des mécaniques. Pourquoi est-ce que, quand vous avez vu Donjons et Domino, vous êtes dit non, moi j'ai envie de faire des nouvelles mécaniques, etc. Parce que je dois avouer une chose, je n'ai jamais masterisé un jeu en suivant les règles. Ça a toujours été des règles que j'ai inventées. Donc à chaque fois, je ne pars pas non plus ex nihilo. Je lis intégralement le livre et en fait, les idées que l'auteur va avoir mis dedans, je vais les réadapter à ma sauce, en fait, tout simplement. Et du coup... quand j'ai vu Donjons et Domino, c'est des règles, je te l'ai souvent dit, extrêmement simples, mais qui permettent d'avoir une grande complexité. Et ça, mine de rien, ça permet de faire beaucoup de choses. Basiquement, les combats, c'est tu jettes un dé, si tu es sur la même case que le dé, tu as un monstre qui pop et tu te prends Tu te poses sur la dé, tu n'as même pas besoin de... Tu dis j'attaque et c'est bon. Voilà. Tu n'as même pas besoin de dire j'attaque, en fait. C'est dans Donjons et Domino. Ouais. Tu mets l'ennemi sur toi et tu sais qu'il donne un dégât. Éventuellement, tu as cette règle supplémentaire que tu avais rajoutée qui permet de taper sur les cases adjacentes selon telle condition, sauf que c'est une condition par 36 000. Moi, quand j'ai vu les premières conditions que tu as données, ça va taper sur les 2 et 3. Et je me suis dit, mais en fait, du coup, il y a des conditions pour les 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, ça fait 7 conditions si on compte les vides.
Donc déjà, ça fait 7 possibilités. Après, tu peux t'éclater avec les pairs, les impairs, etc. Donc ça te rajoute encore des nouvelles conditions. Donc je me suis dit, ça, pour des scénarios, basiquement, en fonction de ce que tu veux démontrer, en fait, tu peux en fait, du coup, créer des ennemis, en quelque sorte, qui vont être un peu spéciaux. Un truc qui n'a pas encore été exploité. Là, on n'a qu'un seul type d'ennemis dans Donjons et Dominos, mais on pourrait imaginer que dès qu'un ennemi apparaît sur 1, 2, 3, ça va être un gobelin, donc on va mettre un jeton vert. Si c'est 4, 5, 6, ça va être un orc, donc on va mettre un jeton rouge, et qui vont avoir 2 fonctionnements différents. Ça aussi, ce serait une possibilité, des mécaniques d'ailleurs qu'on n'a pas vues, mais pour l'instant, c'est toujours mono-ennemi. On pourrait même imaginer avec ce genre de choses du multi-ennemi. Et ce que j'entends par là, c'est que les mécaniques sont extrêmement simples. On fait apparaître un jeton point barre, mais pour faire apparaître ce jeton et voir comment il fait, tu as un automate derrière. À chaque fois, tu lis dans telles conditions, ça vous tape, dans telles conditions, ça fait ci. Et en fait, il suffit juste de changer ces conditions-là pour créer du nouveau dynamisme que tu peux intégrer à l'histoire que tu veux faire apparaître. Mais tu réponds pas à ma question. Tu réponds par ton histoire. Tu dis, moi j'ai historiquement une tradition de, quand je vois un jeu, d'avoir envie de moduler et tout. Après tu ouvres et tu proposes des solutions pour moduler Donjons et Dominos. Moi je te demande pourquoi, par exemple, on a envie de moduler certains jeux et d'autres on n'a pas envie. Je te donne un exemple concret. Tu prends par exemple Uno, le jeu Uno. Le nombre de variantes qui existent dans le monde. Je crois que personne joue au vrai Uno. Personne ne joue au même jeu. Ça, c'est un jeu qui a donné d'entrée de jeu envie de faire des modules. Lisez les règles du Milborn, vous serez surpris. Mais regarde, par exemple, le Monopoly, même s'il existe plein de versions du Monopoly, et même si j'ai entendu des règles différentes, par exemple, par rapport à la case départ, etc., je trouve qu'il y a eu beaucoup moins de modularité sur le Monopoly. J'imagine qu'il y a des gens là, derrière leur casque, qui sont furieux parce qu'ils ont vu plein de... Mais par rapport à un jeu comme Uno, par exemple, je trouve que c'est évident que moins. Regardez la différence qu'il y a par exemple, les échecs... Il y a eu... mauvais exemple, parce que maintenant, il y a les échecs 2 et tout. Oui, mais... Enfin, je sais pas, il y a des jeux qui se prêtent à la modularité. Il y en a qui s'y prêtent moins. Bon, tous les jeux historiques qui ont une existence assez longue, il y aura forcément quelqu'un qui aura envie de faire une variante. Donc, tu vois, Monopoly, effectivement, tu as des variations de thèmes qui sont juste décoratifs. C'est du décorum. Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait quand même quelques variantes qu'on ne connaît pas, mais qui soient très bien. Je pense à Rob Davio qui a, par exemple, fait son propre jeu Risk, et c'est lui qui a inventé le Risk Legacy, en disant, tiens, t'as carte blanche pour faire un nouveau Risk. Et il s'est fait plaisir en disant, j'ai inventé tout un autre monde du jeu, avec un jeu très classique qui, moi, personnellement, m'intéresse pas, qui est le Risk. Il en a fait un truc intriguant. J'ai pas joué à Risk Legacy, mais il a fait d'autres jeux Legacy que j'ai adoré. Et c'est d'abord parce qu'il est passé par un jeu dans quelqu'un, on lui a dit, t'as carte blanche, fais-toi plaisir. Ah ouais, j'ai carte blanche, je vais me faire plaisir. Ok. Alors, pourquoi, par contre, Donjons et Dominos, lui, se prête plus déjà parce que comme tu présentes plusieurs scénarios, tu te dis pourquoi il n'y a pas un scénario 11-12, on pourrait faire la suite, mais même simplement le matériel. C'est-à-dire que là, tu avais mis un premier univers spécifique, mais on est d'accord qu'on n'a pas de tuiles à acheter comme dans un jeu de plateau classique, c'est des dominos qu'on a à la maison. Et du coup, les dominos à la maison, on peut s'imaginer ce qu'on veut, on se projette, t'es rôliste, donc forcément, t'as une facilité de se projeter. La plupart des auditeurs qui nous écoutent sont rôlistes, à 99%, je pense. Ouais, oui. Donc, ils ont une certaine facilité à se projeter. Et donc, du coup, dès qu'on dit, tiens, là, tu vois, ces dominos-là, c'est un couloir d'un labyrinthe, il y a un minotaure à quoi que ce soit. Ouais. Et ensuite, tu dis, tiens, maintenant, on est dans Cthulhu, et là, tu vois, on est dans un manoir, ou dans les souterrains, ou dans les égouts de trucs bidules. Ouais. Tiens, on est dans un milieu cyberpunk, et là, on est dans les réseaux. Et on peut faire tout et n'importe quoi. Je t'avais même dit en plaisantant, j'ai envie de faire un S-Word Gym Donjons et Dominos, en disant on est dans l'intestin de la vache et puis et on joue des vers de terre. Alors j'ai pas d'idée plus que ça, mais en soi c'est possible. Ouais, et en plus, pareil, t'as pas des pions où quand t'achètes un zombicide, t'es obligé de lui dire on va forcément dégommer du zombie. Toi c'est un pion, on va dire ça peut être un zombie, ça peut être des araignées, ça peut être tout et n'importe quoi. Johan, j'ai été injuste avec Johan. Je viens de me ressouvenir d'un truc. Tu as quand même lancé un élément de réponse. Tu as dit la simplicité des règles aussi. Donc, toi, tu dis le matériel, la simplicité des règles. Et tu avais envie de rajouter quelque chose, Johan ? J'ai aussi rajouté le fait que les règles
ne sont théoriquement pas cassables. J'entends par là, contrairement à un Uno, où les règles, tu peux les interpréter pour continuer à avoir de l'entertainment, de l'amusement. Dans Uno, si tu vois que tu te fais chier, effectivement, les gens vont commencer à faire leurs règles pour pouvoir se faire dessus. Et si tu casses une règle de Uno, c'est pas grave, les gens s'amusent. Dans Donjons et Domino, si tu casses une règle, tu perds une partie du jeu. C'est pas prévu pour. Le jeu n'est pas non plus fait. Les règles sont finies. Et à la fin du tour, on sait que les ennemis vont se comporter comme ça. Ils ne vont pas se comporter différemment. On va pas dire, là, on change la règle en cours de route, les ennemis ne tapent pas sur 3, ils tapent sur 4. Là, ça n'aurait plus aucun intérêt. On ne joue plus à Donjons et Domino, on joue à rien du tout, en fait. Le jeu n'est pas prévu pour. Et à partir de là, le fait de voir, comme tu disais, on est beaucoup de rôlistes à y jouer, on a une histoire, l'histoire, on a envie de la suivre, que dans Uno, il n'y a pas d'histoire derrière. Le fait que d'un coup, on enchaîne 2 plus 4, même si c'est pas autorisé dans la règle de base, tu t'en fous, tu le fais quand même. Là, si tu te mets à avoir, comment ça s'appelle ? Oh, mais ça, on va dire que c'est un parchemin de boule de feu. D'avoir 2 parchemins de boule de feu, c'est plus cohérent avec la cohérence du jeu. Ouais. Et puis, tu as l'histoire derrière qui vient en fait de conduire la partie. Et du coup, tu peux pas te permettre de casser les règles, parce que si tu casses les règles, tu casses l'histoire. Et vu que c'est un peu interconnecté dans Donjons et Domino, les règles et l'histoire, en tout cas pour tous les scénarios qu'on a fait jusque-là, si tu casses l'un, tu casses l'autre. Et du coup, tu n'as plus le même plaisir, en fait. C'est intéressant. Moi, j'ai un autre élément de réponse. Donc là, on a quand même des éléments de réponse là. Qu'est-ce qui rend un jeu qu'est-ce qui donne l'impression qu'un jeu est modulaire ou pas ? Donc, on a dit la simplicité, le matériel. Johan rajoute une autre forme de simplicité qui est la non-cassabilité des règles. Donc, le côté, ça, c'est des règles qui sont posées et on joue avec, en fait. Donc, ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai un autre élément, c'est que Donjons et Domino de base, c'est un jeu modulaire. Parce qu'en fait, on ajoute des dominos, plus des pions, plus des règles des méchants, plus un scénario. Et donc, on a le sentiment que si j'enlève le scénario, il reste quand même tout le reste. Que si j'enlève les règles des méchants, il reste tout le reste. Bon, les pions, les dominos, malgré tout, les pions, on peut les changer. On peut en faire des figurines. Il y a des gens qui jouent avec des figurines. Les dominos... Même les dominos, il y a des gens qui jouent avec des dominos de formes différentes. Et au-delà de ça, même déjà, l'architecture du jeu est prévue comme ça. D'un scénario à l'autre, on rajoute des règles ou on en supprime. Exactement. Tout simplement. Voilà. Donc on a une architecture qui invite à la modularité. Et puis, il y a un dernier point que je voudrais dire, que vous n'oserez jamais dire. Mais moi, je vais le dire parce que c'est moi l'auteur du jeu. C'est qu'il n'est pas bon, Donjons et Domino. Le premier Donjons et Domino, on voit le potentiel. Mais c'est pas un très bon jeu. Il est basique. Il est basique, c'est ça. En fait, c'est ce que je disais peut-être un peu avant le podcast, hors podcast. C'est vraiment la base, en fait, le squelette. C'est un truc nul, en fait. Regarde, le premier niveau, le niveau 0, t'avances de 1 par 1. C'est chiant. Je veux dire, le donjon 0, les gens qui commencent Donjons et Domino, qui disent avancent 1 point par 1 point. Mais pourquoi ? Parce qu'il est là pour faire découvrir les cartes. Ouais, voilà. Et ça aurait peut-être même pu être précisé dans ta base. C'est peut-être aussi le défaut de dire attention, ce niveau-là sert surtout à présenter les règles. Ouais. Le vrai jeu, il arrive vraiment au scénario 2 ou 3. 5. Si tu veux vraiment un vrai jeu pour des gamers de jeux de société, il faut aller plus loin. Le premier donjon, ça devrait être le niveau 5 ou 6, tu vois. Pour être vraiment en mode... pour proposer un challenge suffisant pour que des joueurs de jeux de société habitués aux logico-mathématiques comme ça puissent... en tout cas, ça aurait dû être précisé peut-être pour pas bloquer ceux qui ont dit « Ah tiens, je l'ai acheté, j'ai fait 1, 2, 3 scénarios. » Dire « Ah bah en fait, ça m'intéresse pas ce jeu-là. » Non, en fait, vous n'avez pas encore joué vraiment à un Donjon Domino. C'était juste une mise en place, une mise en bouche. Et la preuve, je crois que dans Cthulhu... Tu commences ton personnage déjà avec des caractéristiques en plus pour dire allez, on va avoir un petit peu de peps et on va commencer vraiment au cœur du sujet. J'ai fait pareil en fait. Ouais. Et tu vois, je me rends compte là maintenant en parlant que effectivement au début on va pas commencer comme c'est indiqué dans la règle de base, on va commencer comme si on était au niveau 3 et comme ça on est tout de suite dans le jeu quoi. Mais tu vois, Donjons et Domino me fait l'effet d'un jeu, je dis pas que le jeu est mauvais, en soi le jeu il a un potentiel qui est énorme, mais tu sens que quand tu as le jeu dans les mains le premier,
Bah, c'est un peu comme quand tu achètes ton premier paquet de Magic de 60 cartes et que les cartes elles vont pas bien ensemble. Tu te dis, ok, il y a un potentiel, mais il me faudrait plus d'îles, il me faudrait plus de montagnes pour faire mon jeu bleu-rouge. Tu vois, là c'est le bordel, c'est pas bien. Carrément ça, en fait. C'est ça en fait. Et vous savez quoi ? C'était volontaire. Vous vous souvenez, on avait eu des discussions autour de ça. C'était volontaire. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était que le jeu soit mauvais. Enfin, mauvais, façon de parler, qu'il soit incomplet, de façon à ce que les gens aient envie d'en faire. Toi, tu voulais, en fait, à travers ce jeu, faire émerger de la créativité vis-à-vis des joueurs en disant allez-y, je vous ai donné un bac à sable, modulez, inventez vos propres personnages, vos propres niveaux et vos propres règles derrière. Mais tu te rends compte, ça veut dire quand même que si vous voulez qu'un jeu soit modulaire, il faut qu'il soit pas bon. Enfin, il y a un côté, c'est pas qu'il soit pas bon, mais qu'il je vois ce que tu veux dire. Parfait. Parce que s'il est parfait, il n'y a plus rien à y ajouter pour qu'il le devienne. Et donc, il est pas. Tu vois, un des talents de D&D. Attends, je te laisserai répondre après, Johan. Mais un des talents de D&D, par exemple, Donjons et Dragons, c'est qu'on sent le potentiel énorme, mais que le jeu, il est un peu pas bon, quoi. Enfin, on a eu l'occasion d'en parler dans le podcast sur DD5. Il est un peu vieillot. Il est un peu vieillot. Voilà, il était intéressant dans les années 70. Mais il y a un appel. Il appelle à quelque chose. Johan, la modularité ne veut pas dire que le jeu est mauvais de base. J'entends par là, ça peut lui donner un autre embranchement. Le jeu peut être excellent. Suffit de voir les jeux que je citais tout à l'heure. Pas mauvais, mais imparfait alors. Pas forcément imparfait. Le jeu peut être parfait en lui-même. Après, le fait d'être modulaire, de pouvoir lui rajouter ou lui enlever des choses, permet de lui faire prendre un autre embranchement. Et on peut avoir, par exemple, en Cyberpunk, ta version Netrunner qui est parfaite pour cette version-là, mais si tu le transposes pour du Cthulhu, ça va être de la merde en boîte. Du coup, il faut enlever et rajouter des trucs pour lui avoir une version parfaite de Cthulhu. Et du coup, ce sera deux jeux en eux-mêmes parfaits, mais si on commençait, donc la première version de Donjons et Domino serait la version Cthulhu, on serait obligé de lui enlever des choses et de lui en rajouter pour que ce soit une version parfaite de Netrunner. Donc modularité ne veut pas dire que le jeu est mauvais de base. En fait, c'est pas mauvais, mais le jeu doit être un appel. Tu vois, c'est un produit d'appel. Comme on dit, c'est la crème pâtissière, et ensuite on décide de dire on en fait un chou, on en fait un éclair, on en fait une religieuse, on met du chocolat, on met du café. Est-ce que c'est pas ça le truc ? En fait, on enrichit le jeu. La crème pâtissière, c'est bon en soi, mais on peut tellement aussi faire d'autres trucs. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, le jeu ne se suffit pas à lui-même. Moi, Donjons et Domino, il me frustre dans sa version finale. Si tu prends juste le jeu en lui-même, il n'est pas suffisant. Quand tu as joué à Cthulhu, Donjons et Domino, tu te dis, voilà, ça, c'est un vrai... Cthulhu, d'un vrai Donjons et Domino. Oui, je te l'ai dit que si je devais présenter Donjons et Domino à des nouveaux joueurs, ça serait par Cthulhu. Par Cthulhu, voilà. Et moi, ce serait par Netrunner, là, maintenant. Tu vois, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est-à-dire, c'est que tu sens bien que c'est pour ça. C'est pour ce genre de scénario, celui que tu nous as fait, là, Jérémy, qu'il est fait, le jeu. Pas pour le scénario de base, tu vois. Le scénario de base, c'est un peu comme si... Tu sais, ça me fait penser à une démo dans les logiciels informatiques. Où on te montre, regardez, voilà la palette des couleurs, voilà globalement ce que vous pouvez faire. Mais la démo, c'est pas l'œuvre, quoi. Tu vois, le logiciel n'est pas l'œuvre. C'est vous qui avez fait le vrai Donjons et Domino, Jérémy et Johan. On l'a contribué. Je pense qu'en fait, c'est ça l'intérêt quand tu l'as dit, que c'est à partir de ton jeu de base qui a fait une campagne, on a fait une campagne qui donne des idées, sachant que d'ailleurs, les dominos, c'est pas toi qui les as inventés, c'est pris par quelque chose d'autre, on a fait autre chose. C'est vrai. Donc en fait, on s'est juste enrichi, on a juste amené de la créativité, tu as pris un support de créativité, on en a fait quelque chose. La question là qui me titille là maintenant, c'est dire, est-ce qu'un jeu qui serait vraiment très beau, très parfait, quoi que ce soit, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'en faire quelque chose d'autre ? Je n'ai pas d'exemple en tête, mais est-ce qu'il y aurait des jeux, on se dit, tiens, ouais, là, on pourrait en faire quelque chose. Est-ce que tous les jeux ne pourraient pas être en fait moteurs de créativité ? Moteur de modularité. Sais, les jeux qu'on achète en boîte dans le commerce, ça me donne pas envie de les... Alors, la question, c'est aussi, est-ce qu'on respecte pas trop le propos de l'auteur en disant, voilà, l'auteur a eu un propos, c'est son jeu, et de le modifier, c'est pas jouer à son jeu. Et du coup, on a peur de le trahir. Là où il y a d'autres créateurs, je pense à Roberto Fraga, je sais que lui, quand il a commencé, quand il était jeune, c'était toujours modifier des règles de jeu. C'est comme ça qu'il est devenu auteur de jeu. Alors, est-ce que c'est vrai ? J'ai lu ça dans une interview, après, je l'ai pas entendu de vive voix, mais voilà, c'est un propos que j'ai entendu. Bah, pourquoi pas ? C'est-à-dire, au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, il y a un jeu et j'ai envie d'en faire quelque chose d'autre. J'ai envie d'amener ma créativité, c'est-à-dire s'autoriser à tordre le jeu. Et j'avoue que c'est pas facile. J'étais longtemps, moi, dans un truc très strict.
Et plus je vieillis, plus je me dis non, mais vous embêtez pas avec les jeux. Faites à votre sauce, faites-vous plaisir, faites comme ci, faites comme ça, et mettez-vous d'accord autour de la partie. Et puis rajoutez si nécessaire. Ouais, mais ça, je suis parfaitement raccord avec toi. Mais il y a un point qui différencie un jeu traditionnel et Donjons et Dominos, et je pense avoir mis un petit peu le doigt dessus. Tu prends Codex Naturalis, un jeu oui, ça y est, voilà, avec des belles illustrations, etc. Le jeu, il est dans une version très finie, avec des très belles cartes, etc. Qu'est-ce que c'est Codex Naturalis? C'est un petit jeu de cartes en fait, qui te permet de voir un peu l'arbre petit jeu de réflexion stratégique qui te permet de faire en fait un arbre de vivant en fait. D'accord, ouais. Et qui va te permettre d'engranger des points, etc. Je vais citer celui-là parce que c'est un des derniers auxquels j'ai joué en fait, ou après ça peut être pareil pour Pandémique, ça peut être pareil pour bref, prenez n'importe quel jeu que vous avez dans votre bibliothèque de jeux, c'est la même réflexion. Le jeu va avoir un univers visuel, va avoir un lore qui va être décrit dans les cartes, qui va être décrit n'importe où. Donjons et Dominos, c'est pas du tout ça, c'est que de la récup, Donjons et Dominos. C'est, comme tu disais, des dominos qui existent. C'est des petits jetons que tu récupères à droite à gauche. Même les cartes de Donjons et Dominos, c'est un truc fait sous Paint qui est adaptable à n'importe quel univers de fantasy ou autre. Tu aurais fait une version très travaillée avec des dominos en forme de rochers, de pavés, etc. Avec des petits champs qui représentent un voleur, un magicien, etc. Tu aurais fait des cartes ultra stylisées, etc. Je suis sûr qu'on n'aurait pas eu envie de le modifier. Exactement. Pour la simple et bonne raison que le jeu était terminé et le jeu appelait son univers et créer son propre univers. Donjons et Dominos, la seule chose qui fait son univers, c'est le bouquin à côté. Et le bouquin, rien ne t'empêche d'en réécrire un en fait. Le bouquin, il est vraiment, mais c'est la simplicité absolue. C'est du noir, du blanc, c'est vraiment, il n'y a rien quoi. Enfin, alors on pourrait considérer que c'est un défaut du jeu, tu vois. Les gens diraient, mais en fait, tu l'encres nulle part en fait. Ton jeu, tu ne l'encres pas en fait. Ce que j'entends par l'ancrer, c'est tu ne le fiches pas dans un univers particulier. S'il était dans un magasin, personne ne le regarderait parce qu'on serait attiré par les boîtes, la lumière, et en fait, on serait intéressé par l'univers qui est transmis par l'illustration de la boîte. Exactement. Comme là, il est en effet en noir et blanc, avec juste une illustration de domino, enfin une illustration de partie, en fait, une photo de la partie. Je pense que ça peut refroidir beaucoup de gens, effectivement, c'est même sûr. Tu mets ça dans le commerce, dans un magasin, ça sera à peine regardé, je pense. Et ce qui est rigolo, c'est que par contre, en salon, quand je le sors sur les conventions et que je mets juste les dominos et les pions les uns sur les autres, les gens voient le jeu, les cartes, les trucs, ils ont tout de suite compris. Ils vont vers le truc et immédiatement, ils comprennent le propos du jeu, le truc comme ça, etc. Mais c'est vrai qu'en magasin, par exemple, ça ne marcherait pas du tout. Voilà un excellent exemple de jeu qui, en magasin, ne fonctionnerait pas pour les raisons que vous avez très bien indiquées. Donc là aussi, on trouve le matériel. Je renverse la proposition que nous faisait Johan tout de suite. Quentin Cartry, Galahad, qui fait donc des figurines en 3D, l'ami de Michel, là, qui joue à Magic avec nous de temps en temps, eh bien, il me disait... Moi, son métier, c'est de proposer des maps de figurines à imprimer chez soi sur des imprimantes 3D. Il a une boîte qui fonctionne sur la vente de ses PDF, de ses fichiers à des professionnels qui ensuite en font des jeux de société, etc., etc. Donc lui, en fait, si tu veux, c'est un créatif, un freelance de la création de figurines. Il me disait, pour faire des figurines pour Donjons et Dominos, eh ben, j'y arrive pas. C'est très difficile en réalité parce que tu dois pouvoir t'adapter. C'est-à-dire que tes monstres, il disait c'est un défi de faire des monstres où tu te dis ces monstres peuvent être utilisés dans n'importe quel univers modé par Donjons et Dominos. De quoi ils ont l'air en fait? Ça ne peut être, tu vois, ils peuvent pas avoir des têtes de tentacules, ils peuvent pas avoir des têtes de morts-vivants parce que sinon justement, comme le dit très bien Johan à l'instant, tu empruntes immédiatement, tu colorises immédiatement Donjons et Dominos dans un style particulier. Alors il disait mais du coup pour moi c'est le bonheur. Parce que du coup, je peux faire plein de versions de Donjons et Dominos. Je peux faire une version pour Cthulhu, proposer un mapping de figurines pour Cthulhu. Je peux pour le médiéval fantastique en proposer un autre, etc., etc. Et là, donc on se retrouve comme dans du D&D. Et là, on se retrouve dans du modding à la Monopoly, où tu vas avoir du coup Monopoly, tu vas avoir un Monopoly Naruto, un Monopoly Star Wars, un Monopoly... C'est ça. Que vous voulez. C'est vrai que Monopoly en soi, l'univers, c'est que des cases avec un peu de couleur pour bien séparer les rues.
Ouais, c'est vrai que. Donc en fait, presque étonnant qu'il n'ait même pas d'autres mécanismes, cela juste du décorum. Mais moi je trouve qu'on a booté. Vas-y, Johan. Non, c'était juste pour approuver ce que dit Jérémy. Oh, La seule différence, moi, je vais quand même pas comparer Donjons et Domino au Monopoly quand même. La différence majeure entre le Monopoly quand même. et Donjons et Domino, c'est que le Monopoly, c'est vraiment des règles, déjà, d'une part, qui est très ancré, que tout le monde connaît, c'est sacro-saint, c'est vraiment le sacro-saint jeu que tout le monde a. Et un peu comme le Uno, on arrivera toujours à retrouver une version de base, mais personne ne se risquera à changer les règles de Uno plus que les petites choses qui permettent de rajouter du fun. Parce que, attention, Donjons et Domino, on peut le customiser beaucoup plus qu'on ne le fait, à mon avis. C'est sûr. Sur plein de points. Rien n'empêche d'utiliser 2 sets de dominos, bref. Des dominos à 15 points, parce que j'ai vu que t'as vu, il y a des dominos maintenant qui existent avec plus de... Tu sais que j'ai réfléchi aussi à une version triomino. Justement. Triomino. J'ai réfléchi à comment il y aurait possibilité de les utiliser. Il faut refaire les cartes exploration, mais effectivement, ça pourrait fonctionner en soi. C'est ça. Et comment... Bref, le Monopoly, c'est vraiment des règles déjà que tout le monde connaît, donc déjà ça bloque, va indiquer à une personne, écoute, le Monopoly, on va y jouer différemment. En plus de ça, les règles, je parlais de la simplicité de Donjons et Domino, mais dans le Monopoly, ça n'a pas la même polyvalence. Il n'y a pas de conditions comme Donjons et Domino. T'arrives, tu es sur une case, la seule condition, c'est si ça appartient à quelqu'un d'autre, tu donnes du fric. Si ça n'appartient à personne, tu peux donner du fric pour récupérer. C'est les 2 seules choses que tu peux faire dans le jeu, sur les cases basiques. Et mis à part ça, tu peux rien customiser. Tu peux pas rajouter des règles supplémentaires. Tu pourrais rajouter des surcouches supplémentaires. Il y en a qui l'ont fait, mais ce serait très vite limité. En fait, tu recrées un autre jeu. En fait, c'est ni plus loin le MAD. Ouais. Le MAD de ce genre de... Oui, voilà, la bonne paye. En soi, la bonne paye, est-ce que c'est pas en fait une transformation du Monopoly? Hôtel, c'est une transformation du Monopoly. Ça. Et puis sûrement il y a toute une suite. C'est ça, mais ça crée des jeux à part entière en fait. Mais justement, moi j'en viens à ça. C'est que en fait, pourquoi? Pour des raisons merchandising, commerciales. Jérémy l'a très bien expliqué tout à l'heure quand il dit ça ne se... En fait, aujourd'hui, dans les magasins, on ne trouve pas des concepts. On trouve des aboutissements de concepts. On trouve des... Si tu veux, il y a... depuis Platon, on fait une différence entre les concepts, c'est-à-dire les idées, et les choses particulières. Platon dit, il y a d'un côté l'idée du cheval, qui est ce que tous les chevaux de la Terre ont en commun, et il y a ce cheval particulier qui est le cheval avec lequel ma fille, tous les samedis, va faire de l'équitation. Voyez ? Et donc, il y a des chevaux qui tombent sous le concept de cheval, et c'est pour ça que ce sont des chevaux. C'est ce que dit Platon. Les jeux de société, c'est la même chose. Ce qu'on trouve dans les magasins, ce sont des jeux particuliers, mais ce ne sont pas des concepts de jeux. On trouve pas le jeu de rôle dans le magasin. On trouve Pathfinder, on trouve Donjons et Dragons, on trouve Toulouse, on trouve Vampire, mais on ne trouve pas de concept. Alors, après, les notions de générique aussi. Pardon, vas-y. Non, mais moi, je pensais à une notion de générique dans les jeux de rôle en disant on a un jeu numérique et vous pouvez ensuite vous mettre à n'importe quelle sauce, avec des fois 2-3 règles en plus. Mais ça marche déjà rarement, ça. Ça marche rarement, les jeux universaux. On se rend compte qu'en fait, souvent, c'est des systèmes de combat universaux. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire un jeu Care, par exemple, avec ce type de système de... puisque c'est qu'un système de combat. On ne peut pas faire une histoire d'amour avec ce type de système de résolution. Souvent, ce qu'on appelle des systèmes génériques, en fait, on se rend compte que c'est des systèmes de résolution de conflits. Ce qui implique qu'il existe des conflits et des conflits à résoudre. Donc, voilà, tu vois l'idée. Donc, en fait, c'est que le système de résolution oriente. Là, on a affaire à un concept qui est par exemple le jeu de rôle ou Donjons et Domino, etc. Et en fait, le rôle des gens qui saisissent ce concept, enfin le rôle ou l'envie, le désir, ça suscite le désir de finir le travail. Tu vois, tu prends le concept, tu dis ouais, ok, il est bien le concept, mais et paf, et du coup, t'en fais un jeu particulier. Et c'est ça qui est... Enfin voilà, ça me fascine. Et ça, c'est le genre de truc que tu ne pourrais pas trouver en magasin parce qu'aujourd'hui, on est figé par le marketing. Il faut qu'il y ait une boîte, il faut qu'il y ait une couleur qui soit déjà orientée. Sinon, c'est invendable. Et j'ai 2 excellents exemples pour ça avec les jeux de pli. Le concept, c'est le jeu de pli. Ouais. Je joue une couleur
quelqu'un d'autre doit jouer la même couleur, etc. Celui qui va avoir la plus grosse valeur après un tour de table va récupérer le pli. 2 jeux qui en sortent, qui du coup font une couleur. The Crew et le Roi des Nains. Basiquement, la base est stricto sensus la même. C'est exactement la même mécanique de jeu, mais on a 2 variations qui vont en fait faire 2 jeux complètement différents dans le système. Et moi, je trouve intéressant de se rendre compte, grâce à toi, Jérémy, et ta réflexion, que en fait, le système commercial actuel, c'est-à-dire les magasins, la façon dont tu vois la distribution en elle-même est organisée, et ben finalement empêche les gens d'atteindre les concepts. On leur donne des choses qui sont... Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit on leur donne des choses qui sont déjà tout pré-mâchées, tout préparées, tout gna. On n'invite pas les gens à la créativité de cette manière-là. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est juste le mode de fonctionnement qui est comme ça. Par contre, justement, ça ramène à toi. Toi, tu as, je pense, une volonté d'amener les gens à la créativité. Exactement. Dans tes jeux, on voit bien dans le Val, tu as fait un truc narratif, tu fais du jeu de rôle. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a tous les rôlistes, pas que moi. Ex Nihilo, c'est vraiment ça. Non, Ex Nihilo, ce que tu voulais, c'était que les gens s'approprient un univers et on confronte l'univers avec quelqu'un d'autre et ça émerge une histoire ensemble. Et je te répète, pas que moi. Tous les gens qui font du jeu de rôle, par définition, le média d'où je viens, c'est un média qui pousse à la créativité, qui invite la personne qui va lire ton jeu à être créatif, à créer ses propres parties, etc. C'est pas un hasard, si tu veux. Tu as l'air de dire que c'est une exception, que c'est un truc... Moi, je connais bien le jeu de rôle par ton côté, mais j'entends très bien ce que tu veux dire, et c'est même très intéressant, parce que ça veut dire, du coup, il y a tout un pan du jeu de société que tu essayes d'amener, toi... Et aussi, du coup, tous tes compères, à dire, mais un nom de la créativité, c'est quelque chose qui manque, on va dire, dans le marché public. C'est quelque chose aussi peut-être d'exigeant, c'est-à-dire que ça va peut-être pas toucher à un grand public, mais il y a sûrement un public. On a un public parce qu'on est là, il y a des gens qui jouent au jeu de rôle, donc on sait qu'il y a un public. Il y a peut-être tout un pan de jeux, qui ne soit pas que jeu de rôle, qui mène à la créativité. Oui, mais c'est aussi opposé, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a un propos politique derrière. C'est que ça s'oppose aussi à une certaine façon de concevoir le monde du jeu et le marché du jeu. Tu vois bien que proposer des dominos, de la matière qui existe déjà, c'est anti-commercial au possible. C'est pas avec ça que tu fais de la croissance. C'est pas avec ça que tu manges des spaghettis à la fin du mois. C'est pas voilà. Alors ça, là tu pars du point de vue de l'auteur, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va nous rémunérer. C'est vrai, mais moi je te parle d'un point de vue écologique. C'est pas ça qui va faire vendre des boîtes, créer des boîtes, imprimer des boîtes, etc. C'est pas, tu vois, là ce que je te propose, c'est des concepts qui sont pas chers, accessibles, c'est des idées qui sont dans l'air, qui sont à tout le monde. On joue avec un crayon, du papier, il faut quand même une imprimante pour imprimer ce qu'on fait, donc on va quand même brûler des arbres, si tu veux, on va quand même couper quelques arbres, mais à part ça, par rapport au plastique, si tu veux, notre empreinte écologique, elle est zéro. Et je disais au cours d'une conférence avec GoGoGo que le jeu de rôle et cette créativité-là avait de l'avenir, qu'elle survivrait au courant et à l'électricité, là où le jeu vidéo, lui, va mourir, tu vois. Et dans le jeu de société, je pense que ce modèle de toujours créer quelque chose d'abouti, etc., qui nous pousse à imprimer, à fournir du plastique, des bandes magnétiques, etc., qui sont extrêmement polluantes, c'est quand même vachement problématique. Alors j'ai l'impression, à tout petit niveau, qu'il commence à avoir une réflexion à ce niveau-là. C'est tout bête, hein, mais par exemple, de plus en plus de jeux de société où tu n'as plus le plastique autour pour se protéger. Oui. Mais je pense même à des jeux surédités où je me dis, mais c'est vraiment dommage d'avoir des jeux avec plein de plastique qui ne servent à rien, ou des jeux qui prennent tellement de place, alors c'est encore une autre problématique, dans la boîte, alors que la boîte est vide, alors qu'on pourrait avoir un truc de poche. Un autre truc qui existe là en ce moment, il y a toute une collection de jeux qui s'appelle Microgame, c'est Matago qui édite ça en France. C'est apparemment aux États-Unis, il y en aura une cinquantaine, je ne sais pas, mais en tout cas en France, il y en a déjà, je pense, une bonne dizaine qui sort. Ils en sortent 2 par mois. L'objectif du jeu, on demande à des auteurs de jeux, si vous voulez être édité dans la collection Microgame, vous faites un jeu sur 18 cartes. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, et il y en a déjà une dizaine comme ça qui existent. C'est plus des jeux de coopération, des jeux solo ou des jeux à 2. Mais voilà, il y a un défi d'édition en disant on va faire des jeux, il faut que ça tienne sur 18 cartes.
Et je pense que c'est Love Letter qui a lancé un peu cette mode-là. Alors, c'est pas Love Letter qui a créé Microgame, mais Love Letter, c'est un des jeux, quand j'y ai joué, ce jeu, il n'y a que 18 cartes, plus quelques pions pour les points, mais ils ne servent à rien. En soi, les pions, tu peux prendre une feuille, un crayon. Mais le jeu tient super bien la route sur 18 cartes. Tu peux passer 4 heures, tu peux passer une soirée à jouer avec que 18 cartes. Donc bref, tout ça pour dire, il y a peut-être un truc en réflexion. Mais après, il manque toute la partie peut-être création. Non, encore quoique. Le microgame, en soi, ça invite à dire hey, est-ce que moi, je peux faire un jeu qui tient sur 18 cartes ? Ouais, mais tu vends quand même les 18 cartes. Oui, on vend les 18 cartes. Là, il y a un truc qui aboutit. Mais c'est pour ça que je dis, il y a peut-être une petite marche, une toute petite marche à un niveau qui pourrait commencer. La réflexion commence, comme dans les supermarchés où on commence à enlever de l'emballage, exactement, etc. Et que ça n'empêche pas qu'on te vend quand même des autocollants à la fin du mois en disant hey, collectionnez les cartes Star Wars ou les cartes Harry Potter. Après, basiquement, tu auras obligatoirement un objet, en fait, que ce soit un livret de règles ou des cartes. Des moments il y a où très peu de transmission orale. Exactement. Existe, mais... Et pour du jeu, c'est... Transmission orale. Ouais. Mais en soi, il faut, à la base, quand même, si tu veux jouer à la belote, il faut que tu cherches les règles et c'est bien de les avoir imprimées pour les lire. Je voulais rebondir, sinon, pour toute la partie matérielle, etc. Une question que je me posais, là, du coup, avec la discussion que vous avez eue tous les deux. Admettons, je crée mon entreprise, Bidule Corp, etc. Et sans nommer Donjons et Dragons, je crée des extensions. Mais attention, je me dis, voilà... moi, je veux quand même que ce soit un truc qui claque. Je me crée ma petite boîte. Pour mes scénars, je crée des dominos qui vont bien. Avec pour chaque scénario. Tu veux dire Donjons et Dominos ? Ouais. Parce que tu as dit Donjons et Dragons là. Excuse-moi, Donjons et Dominos. Je crée les petites figurines qui vont bien, etc. Je vends ça, voilà, à la mode Game Workshop et compagnie. Et toi, tu arrives, tu vois ça dans les magasins. Tu réagis comment ? Je laisse faire. J'en ai rien à foutre. Et je l'ai toujours dit. Je veux dire, c'est vraiment ces trucs. Les gens, c'est pareil, les gens m'écrivent des mails pour me dire bonjour, je cherche à faire des cartes dédiées pour le Val, machin, mais je voudrais les vendre, etc. J'ai toujours dit, mais allez-y. Je veux dire, allez-y. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Au contraire, même. Si ça... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Ces gens vont vendre leurs jeux, etc. Ils vont les publier, les diffuser, machin. L'éditeur sera super connu comme étant l'éditeur de ce petit jeu qui nanana. Et à un moment donné, sur Internet, quelqu'un va dire non, mais en fait, ce truc a été créé par Romaric Briand, c'est ici. Et en fait, ça va finir par c'est-à-dire qu'en fait, ils vont finir, je vais dire simplement, ils vont finir par me faire vendre du Donjons et Dominos, quoi qu'il arrive. De toute façon, ils seront obligés de faire référence à ta règle. Alors, non, ça, c'est du point de vue légal, peut-être. Oui. Ça, oui, peut-être. Oui, mais j'en suis même pas sûr, tu vois. J'en suis même pas sûr. Tout le monde dit oui, si, il y a quand même des trucs qui sont protégés et tout. Non, il y a certains concepts, les mécaniques de jeu sont-elles protégées ? Comment ça fonctionne en fonction des droits ? Moi, j'en ai mais rien à péter. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas un éditeur qui édite, qui me fait, par exemple, sens, mot pour mot, machin, et là, c'est carrément du plagiat, copié, machin, avec des femmes à poil sur la couverture pour les vendre ou je sais pas quoi. Là, par contre, il aura des gros problèmes. Parce qu'en plus, dans Sens, il y a un propos, enfin, c'est encore différent. Oui. Mais Donjons et Dominos, c'est un concept. J'avais un copain qui s'appelait Frédéric Sintès, qui est paix à son âme maintenant, qui disait « Les idées sont à tout le monde, la façon de les réaliser t'appartient. » Donc, ces gens qui réaliseront, tu vois, l'idée Donjons et Dominos, voilà, moi je l'ai faite comme je l'ai fait, etc. Mais l'entreprise qui veut prendre cette idée et la réaliser avec des boîtes, des boobs, des chats sur les couvertures, etc., c'est son problème. Moi, ça ne me concerne plus. Par contre, je suis sûr que les gens qui joueront à ça, il y en aura un qui dira non, ça, tu vois, finalement, ça retombera sur moi. Donc. De toute façon, on l'a bien vu récemment avec du coup mon proto de jeu Masque où une personne au Canada connaissait la cellule, donc il y aura forcément quelqu'un. Ah, mais non, mais c'est sûr. C'est sûr. Au-delà de ça, oui, c'est. Voilà. Mais là, tu rentres dans un épineux sujet qui est la propriété, le droit d'auteur, c'est-à-dire qui est l'auteur du jeu, etc. et machin. Et j'avoue que là, moi, j'ai la chance de faire des trucs qui sont très anards, très punk et d'en avoir rien à faire. Mais un auteur dont l'objectif serait d'en vivre et tout ça, est-ce qu'il n'aurait pas... voilà. Moi, j'ai une autre proposition qui est par rapport à ce que je fais, c'est de dire comme je ne produis que des concepts et qu'en fait ce que je fais c'est quasiment gratuit, c'est de dire soutenez-moi sur Patreon, voilà, en gros faire appel au mécénat, dire
soutenez-moi sur Patreon, et puis moi, en échange, je vous fais des jeux qui sont vraiment pas chers, quoi. Enfin, tu vois, et qui permettent de faire plein de choses. Mais ça, c'est très jeu de rôle, en fait. En tout cas, ça met en avant un frein aussi à la créativité qu'on pointait sur le marché, c'est-à-dire que du coup, dès qu'on parle d'un concept et dans lequel on veut amener de la création, va se poser la question aussi des droits légaux. Et c'est pour ça aussi que je pense que les éditeurs ne s'autorisent peut-être pas certaines choses en disant où est-ce que ça peut nous emmener. Mais ça, c'est pareil. On pourrait le lier au capitalisme et dire que c'est parce qu'on vit dans une structure qui, contrairement à celle que nous promet Bernard Friot avec le salaire universel, nous oblige à produire pour être rémunéré et pour vivre. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde, dans un mode de production, enfin, dans une société, dans un système qui nous pousse à produire et donc à consommer des ressources de la planète pour soi-même avoir le droit d'exister. Mais ça, on peut tout à fait inventer un autre modèle, tu vois. Et la cellule y contribue. C'est-à-dire que moi, mon objectif aussi, à travers les jeux que je produis, à travers les podcasts, à travers tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est de nous faire critiquer à minima le modèle traditionnel capitaliste et, si possible, d'inventer un autre monde. Créer des jeux qui sont des concepts comme ça contribue à créer un autre monde. Là, de toute façon, on est sur la problématique aussi des licences libres informatiques, tout simplement. On reboucle sur le sujet. Sur hackers, exactement, sur les hackers. On reboucle sur les hackers. Rien ne t'empêche, en fait, quand tu es sous licence libre, de mettre, ou même pour... donc, je pensais à... Comment se fait au GPL, mais ça va aussi très bien pour les Creative Commons, pour des œuvres littéraires ou autres. Rien ne t'empêche de créer ton jeu, le mettre par exemple en Creative Commons, c'est bail, donc où il faut citer l'auteur et share alike, donc obligé de repartager le contenu modifié dans les mêmes conditions, donc avec droit de pouvoir le commercialiser ou non. Moi, je sais que j'ai déjà fait plusieurs choses en Creative Commons, partage à l'identique et cité, mais avec possibilité de commercialiser derrière. Donc, ce qui fait que moi, je peux commercialiser mon jeu. Quelqu'un d'autre qui vient récupérer le concept, justement, l'adapter à sa sauce, améliorer, rajouter des choses, peut aussi le revendre, etc. Et plus que là, je ne crois pas, en tout cas, je n'ai pas d'exemple concret de cas qui se seraient mal tournés, que ce soit pour les logiciels ou pour ce type de médias, en fait. Parce qu'à la base, c'est du libre service, c'est ça. On a une base qui est donnée à tout le monde. Exactement. Et comme cette base est donnée à tout le monde et que les choses sont mises en accord, on peut faire ce qu'on veut. Exactement. Et on peut le vendre derrière. Et si quelqu'un d'autre veut prendre quelque chose que tu as utilisé, il fait la même chose. Et il peut le vendre derrière. Exactement, et le revendre, ou après tu peux mettre une condition de ne pas le vendre. Un exemple de jeu de rôle qui est sous licence Creative Commons, c'est Eclipse Phase. Ça m'a d'ailleurs très étonné, donc c'est très, très proche du cyberpunk futuriste, etc. Ouais, j'ai cru voir passer ça quelque part. Tu l'ouvres, et puis dans la première page, c'est marqué sous Creative Commons by SANC, donc tu peux le copier à l'identique, du moins tu peux le copier sous la même licence en citant les auteurs. Par contre, tu n'as pas le droit de le rendre commercial. Mais rien ne t'empêche de reprendre l'intégralité du livre, qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur Internet, même si tu peux l'acheter en version papier. Tu peux faire les modifications que tu veux. Tu peux reprendre exactement le livre à l'identique en changeant toutes les images, etc. et le remettre à disposition de tout le monde qui pourra reprendre derrière, etc. etc. C'est ça qu'on appelle le hacking dans le jeu de rôle ou pas ? Non, c'est encore différent. Hacker, en général, dans le monde du jeu de rôle, ça veut dire garder le système mécanique, le système de résolution, et y appliquer un univers, un lore, une couleur différente. Ok. Voilà, on n'en est pas encore au niveau... Enfin, vraiment, c'est ça qu'on veut dire. Ouais. On n'est pas encore à ce niveau on n'est pas au niveau éditorial, si tu veux. On est dans un niveau de appliquer un autre univers à un système de résolution donné. Sachant que le hack des jeux, souvent, se fait avec une vision du jeu de rôle dans lequel on a gardé cette vision, excuse-moi, je veux dire un peu archaïque, de un jeu de rôle, c'est un univers plus un système de résolution, sans avoir pris en compte les apports de The Forge en termes de système. C'est-à-dire que souvent, en fait, ce qu'on veut dire quand on hack, c'est qu'on hack les mécaniques de résolution et en réalité le système de jeu, qui est souvent un jeu traditionnel d'ailleurs, et qu'on va y appliquer un autre univers. Mais sinon, d'autres exemples de hacks qui sont beaucoup faits en ce moment et ces derniers temps, c'est surtout les hacks de Apocalypse World qui ont donné lieu
au PBTA, c'est-à-dire Power by the Apocalypse. Et alors là, du coup, pour le coup, on va garder système et même modifier certaines parties du système de résolution qui sont considérées comme modables. Donc là aussi, dans le monde du jeu de rôle, la notion de hack évolue. Dans les années 80, le hack, c'était juste garder le système de résolution, modifier l'univers. Mais là, on commence progressivement, notamment avec les PBTA, à rentrer dans une autre forme de hack. On va modifier certaines parties du système de résolution pour créer quelque chose de différent. Donc ça se complexifie au fur et à mesure. Dans le monde du hack, en fait, dans le monde du jeu de rôle, il progresse en avançant. Enfin, je sais plus comment. Il y a une expression. Enfin, tu vois, ça avance de plus en plus. On sait. Enfin, les frontières sont très floues. Je trouve que ça s'approche un peu de ce qu'on parle quand même. Oui, complètement. C'est encore une nouvelle marche, si tu veux. Complètement, sauf que là, en fait, ce qui se passe dans Donjons et Dominos, c'est qu'on... Oui, non, c'est du hack. Non, je suis d'accord. J'allais dire, on ajoute. Ce serait du add, pas du hack. Mais non, t'as raison, parce qu'on modifie aussi certaines parts du système de règles de résolution des méchants, etc. Et donc, oui, effectivement. Oui, quelque part, c'est ça. On pourrait dire jeu powered by Donjons et Dominos. Ouais, c'est un cas. Moi, ce que je trouve très intéressant dans notre discussion, c'est qu'elle nous permet d'aborder un autre point qui rend un jeu modulaire. C'est son modèle économique. C'est la façon dont il est distribué. C'est l'indépendance, en fait, de l'objet. C'est-à-dire que la manière dont le jeu de société est vendu, distribué, va nous inciter à sa modularité ou pas. D'accord avec ça, Yoann ? Oui, parce que j'allais faire la remarque aussi, je l'avais noté. J'allais te donner un contre-exemple et un faux contre-exemple avec Donjons et Dragons. C'est toujours la 3.5 que j'ai en référence, parce que j'avais les livres, du moins j'ai toujours les livres des royaumes oubliés, des royaumes d'acier, même si ça fonctionne aussi avec les royaumes oubliés. Mais effectivement, de toute façon, les bases de Donjons et Dragons 3.5, il n'y a pas d'univers à proprement ancré dedans. Bon, il y a quelques petites traces à droite à gauche, mais ça reste pareil, fait pour. On sent que de toute façon, il a été prévu pour avoir des suppléments derrière. Donc, non. J'allais donner un très mauvais exemple de ce côté-là. Eh ben, mais ma foi, c'était un sujet très intéressant. Vous n'avez pas fini, vas-y. Non, mais juste, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, un autre domaine, un autre secteur qui pourrait fonctionner comme ça ? Genre en littérature, est-ce que par exemple tout ce qui est fanfiction, est-ce qu'on n'est pas dans cet esprit-là ? Et est-ce qu'il y a des choses en musique, en peinture Enfin bref, là je suis un peu le cerveau un peu embrumé. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'on peut imaginer, concevoir les fanfictions comme... Est-ce que c'est pas un concept, là, quelque chose qui a abouti ? Après, est-ce que c'est commercialisé les fanfictions ? Je pense pas. Si. Par exemple, si, ça peut. Je prends un exemple tout bête et assez récent. Dmitri Glukovski qui a créé Métro 2033, l'univers de Métro 2033, pour encourager pas mal d'auteurs en Russie à aller de l'avant, a autorisé en fait, donc c'était par le même éditeur, de faire des livres qu'il éditait dans l'univers et qu'il incluait dans l'univers de Métro 2033. Donc, voilà, là, c'est un univers qui est fait pour ça. Non à la base, mais en fait, il a tellement intéressé les gens que les gens se sont dit, ça pourrait être intéressant de faire des fanfictions, etc. Donc, et Dmitri Glukovski a dit, ok, pas de problème, on va pouvoir l'intégrer. Donc, je sais qu'il y avait d'autres auteurs qui le faisaient avant. Par contre, il y a une autrice qui le faisait, mais que je ne vais pas citer parce que j'ai pas vraiment envie de lui faire de la pub, mais qui fonctionnait à peu près de la même manière et qui était dans les années 90. Donc, c'est pas super récent. Et du coup, il y a eu plusieurs livres qui ont été de très bonne qualité d'ailleurs, vers la lumière et vers les ténèbres, qui ont été faits avec le symbole, le logo dessus marqué inclus dans l'univers de Métro 2033. Donc tu as les 3 livres de base, Métro 2033, 2034 et 2035, et tu as des livres qui gravitent autour en fait, qui se complètent et qui sont canons et qui sont autorisés par l'auteur pour venir compléter. Et d'ailleurs, très récemment, pas vraiment très récemment, Pierre Bordage, auteur français, a fait Paris 2033, qui est dans le même univers, mais cette fois non pas à Moscou, mais dans le métro parisien. Et tu vois, je pensais aussi aux animaux fantastiques ou à des trucs comme ça. En fait, tout ce qui est de l'ordre de l'univers étendu, finalement. Ouais, mais du coup, c'est presque
pour moi, c'est presque un piège. C'est-à-dire que ça amène de la créativité, mais en même temps, ça amène en fait un autre produit abouti. C'est-à-dire un produit abouti amène un autre produit abouti qui amène un autre produit abouti. Je trouve qu'on revient dans un truc très commercial. Alors que là, on disait, à partir d'un concept, on peut, de chez nous, avec 2-3 bouts de papier en plus, faire quelque chose de nouveau. Dans ce cas-là, le truc le plus comparable, ce serait les jeux d'enfants dans la cour de récré. Ouais. C'est-à-dire que tu as vu La Reine des Neiges et du coup, tu joues à des jeux, La Reine des Neiges dans la cour de Le récré. loup glacé, alors, le loup glacé existait déjà, mais du coup, on peut la transformer en disant c'est la reine des neiges. Ouais, ok. Ouais, tu vois. Johan, tu voulais ajouter un truc ? Parce que là, on raisonne peut-être plus en tant qu'arbre et pas en tant que toile d'araignée, en fait, qui est interconnectée de partout. Je prends l'exemple aussi de Star Trek, qui, du coup, quand il y a eu la première série, il y a eu plein de fanfictions qui ont été faites, ce qui a permis, en fait, de faire la série New Generation, qui s'était beaucoup appuyée 10-15 années plus tard sur le travail des fans et sur le truc de base. Et au final, toutes les séries Star Trek et tous les films Star Trek sont toutes interconnectés les uns entre les autres, se font même référence à des fanfictions, etc. Donc là, c'est plein de petits produits aboutis, mais est-ce qu'une fanfiction n'est pas un produit abouti ? Est-ce que ta version de Donjons et Domino est une version aboutie ? Le concept de base, c'est est-ce qu'il y a obligatoirement une version concept pour pouvoir justement avoir cette modularité. Je vois très bien ce que... C'est très compliqué. C'est qu'est-ce que... C'est le concept d'aboutissement. Non, en fait, c'est le côté vendu. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait une version aboutie, c'est est-ce qu'elle fait un produit. D'ailleurs, il n'a pas parlé de version aboutie, Jérémy. Je crois que tu as parlé de produit. Hein. Je ne suis pas sûr, mais... C'est possible que j'utilise produit. Moi, je trouve que le mot produit veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire un produit destiné à être vendu. Tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'on parle pas de l'aboutissement au sens où il serait le bourgeon au bout de l'arbre et l'aboutissement, tu vois. On parle vraiment de est-ce qu'il forme un nouveau produit destiné à être vendu. Ce que disait Jérémy là tout à l'heure, c'est que les animaux fantastiques, en fait, c'est un produit, c'est un objet qui est créé sur la base d'Harry Potter, mais en vue d'un nouveau public à vendre. Enfin, tu vois, il y a un côté comme ça. C'est pas une œuvre. Ça va être l'intention qui va déterminer, en fait. Ce qui est rigolo, c'est ça. C'est que la différence entre les animaux fantastiques et Harry Potter, c'est que Harry Potter est une œuvre. Ouais. Alors que les animaux fantastiques est un produit. C'est terrible. Un produit dérivé, en fait, tout simplement. Un produit dérivé, oui, tout à fait. Mais mais un produit au sens de la série. Oui. Tu te souviens de la distinction entre l'œuvre et le produit. L'œuvre, c'est donc l'auteur qui a un propos qu'il ne peut exprimer autrement qu'en créant, en faisant un acte de création fort. Là, c'est Harry Potter. C'est ce qu'a fait J.K. Rowling quand elle était au chômage, qu'elle était encore quelqu'un... Rappelons, J.K. Rowling, ça n'a pas toujours été cette femme richissime, etc. Je veux dire, voilà, à un moment donné, elle était au chômage, elle en a chié, et elle s'est dit, tiens, je vais créer cet univers-là. Bon, même si j'imagine que ce que je raconte là est un petit peu romancé. Oui, et puis on peut être milliardaire et pouvoir créer avec une intention d'une œuvre. Absolument. C'est juste là l'exemple d'Harry Potter. Tu as tout à fait raison. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, maintenant, J.K. Rowling, en tout cas, avec les animaux fantastiques, clairement, on est dans la création d'un produit de la Warner pour faire du fric. Et ça se voit bien, d'ailleurs. Il n'y a plus du tout de propos dans les animaux fantastiques. On vient de regarder le 3 il y a 2 jours avec Flavie. Vraiment, je mets au défi quelqu'un de me dire quel est le propos des animaux fantastiques. 3. Je mets vraiment au défi. En fait, on a beau réfléchir avec Flavie, on ne voit pas. Le film ne choisit pas son héros. On ne sait pas si c'est Dumbledore ou si c'est Dragono le héros. Ça ne veut rien dire. Vraiment, c'est juste, on regarde des personnages qu'on aime bien faire des trucs entre eux, mais il n'y a aucun sens. Ça n'a aucun Petit fun ça fact. fait épisode filler. C'est nul. Indiana Jones et la dernière croisade. Indiana Jones, toutes les actions qu'il fait n'ont aucune incidence dans le film. C'est pas la dernière croisade, c'est dans le premier. C'est dans le premier ? Ouais. Oui, vous savez que c'était dans la dernière croisade où les actions. Analyser. Je vais pas m'avancer là. Non, c'est dans le premier. C'est dans le premier. D'accord. Dans la dernière croisade, il y a plein de trucs à dire. Mais bref, alors donc. Ça nous ramène à notre sujet qui est qu'est-ce qui rend un... Donc attention. L'intention va dire, tiens, il faut de l'argent, on crée quelque chose, tant pis s'il n'y a pas de propos. Alors que la créativité, c'est on a un propos, on s'appuie sur quelque chose pour enrichir le jeu, mais l'enrichissement personnel... voire même le média. L'œuvre, elle a pour but de redéfinir les limites du média aussi. C'est-à-dire de dire, voilà, jusqu'à maintenant, le jeu de rôle, c'était ça. Regardez, après, de dire, je suis désolé, mais après Dogs in the Vineyard, le jeu de rôle n'a plus jamais été le même.
Voilà, c'est tout. Et pourquoi cette volonté-là Mais ça, c'est de redéfinir le média à chaque fois? Parce que tous les médias font ça. Non. Ah non, dans tous les médias, on trouve des auteurs qui font ça. Oui, ça, c'est on vrai. est d'accord, le cinéma essaie de faire ça. Absolument. Dans le jeu de rôle, il y a aussi ça. Sûrement même dans le jeu de société, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit apporter sa pierre à l'édifice, Jérémy? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Ça revient à cette question-là. Alors, pour faire progresser l'humanité. Ouais. Bien sûr. Mais la différente manière de répondre, ta réponse, c'est ça. Ah oui, mais bien sûr, chaque auteur va avoir sa propre réponse. Mais pour moi, c'est pour apporter sa pierre à l'édifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour faire en sorte que le langage, la poésie, l'humanité découvre de nouvelles choses. Enrichir l'humanité, tout simplement. Ne pas redéfinir le média, créer un produit, etc. Ça, c'est pas pour enrichir l'humanité. C'est pour enrichir des actionnaires. C'est pour enrichir le capital, pour enrichir le porte-monnaie. Les auteurs en ont rien à foutre de la rémunération de leurs œuvres. Et d'ailleurs, ils sont très emmerdés par le prix à donner à leur travail. C'est souvent des gens, regarde, tu vois, des gens comme Thomas Munier, par exemple, qu'on ne peut pas taxer d'être un capitaliste. Hein, c'est vraiment l'auteur de jeux de rôle par excellence, l'outsider, etc. Il est dans une problématique de monétiser son travail. Il n'arrive pas à le faire. Je sais que, pour moi aussi, ça me paraît très difficile. C'est très difficile. Voilà. Et ben ça, tu vois tout de suite. Alors que les gens qui font des produits, eux, ils n'ont aucun souci à dire c'est tant, ça coûte tant, etc. Ils ne se posent même pas la question du prix, en fait. Ils savent parce que c'est calculé en fonction de pourcentage. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a même pas de... C'est le coût, le prix, la distribution. C'est tout ça. Tu vois bien la différence. Attention, je ne suis pas en train de leur jeter la pierre. Juste, ça signe que ce qu'ils font, ce sont des produits. Et je pense que c'est assumé. Et je rappelle encore une fois que ce n'est pas parce qu'on fait des produits qu'on ne peut pas faire des chefs-d'œuvre. Le Requiem de Mozart, c'est un produit. C'est une œuvre de commande. Après, à mon avis, il y a mis beaucoup plus que ce que la personne lui avait demandé de produire. Hein. Il y a des produits qui peuvent devenir des chefs-d'œuvre. C'est pas Star Wars. Oui, Star Wars, c'est un. Enfin, alors Star Wars, il y a un mauvais exemple, c'est un débat. Oui, ça a glissé, on va dire. Mais à la base, c'est devenu un produit, mais à la base, c'était une œuvre. Exactement. Bon, oui. Tu vois, donc c'est compliqué. Et en plus, c'est des curseurs. Tout n'est pas totalement œuvre, totalement produit. Même dans Sens, tu vois, qui est pourtant mon œuvre, j'ai fait des compromis qui sont liés à des produits. Par exemple, j'ai fait des livres A5 parce que ça s'envoie plus facilement par la poste. Donc ça, c'est un compromis du produit sur l'œuvre, par exemple. Tu vois, et on ne va pas se mentir, dès qu'on crée un petit jeu ou autre, on est toujours en train de se dire ça pourrait être bien quand même que je puisse le commercialiser, ça peut être cool. On le fait justement, basiquement. On dit ça pourquoi? On dit ça parce que narcissiquement, ça nous fait du bien, parce qu'on pense qu'on veut partager un propos, ou on se dit ce serait bien quand même que le temps que j'ai investi là-dessus, on puisse gagner des thunes, comme ça peut justifier le temps que j'ai passé là-dessus. Et même vouloir en vivre, en fait, faire un boulot qui te plaît, en fait. Ouais. Moi, l'objectif aussi avec Sens au départ, c'était de transformer mon activité de professeur à domicile en auteur de jeux de rôle, enfin de vivre du jeu de rôle, effectivement. Donc après, tu vois, tu fais des compromis, tu vois, la réalité, tout est gris dans le réel. Tu fais des compromis avec le capitalisme. Hein. Moi aussi, je fais des compromis avec l'économie de marché. Sinon, on n'arriverait pas à bien vivre, je pense. Enfin, à vivre, en tout cas. Voilà. Et puis bon, après, il y aurait une distinction à faire entre le capitalisme et l'économie de marché, qui est encore deux choses différentes. C'est-à-dire que être un marchand, ce n'est pas vivre sur du capital. Être un marchand, c'est vivre de sa production. C'est pas encore la même chose que les capitalistes qui, eux, font de l'argent sur le travail des autres par le capital dont ils disposent déjà, etc. Il y aurait tout un tas de distinctions à faire. Enfin bref. On ouvre des gros dossiers, en fait. Mais là, c'est vraiment... On est parce qu'on a parlé de la créativité, concept, et on est parti. Et en fait, ça peut partir très très loin. On refait le monde. Ça permet de rappeler aussi un petit peu certaines distinctions qu'on fait à la cellule, parfois sans les définir, sans les expliquer, etc. Donc c'est très intéressant. Donc, en tout cas, il me semble clair que le modèle économique et la diffusion, la distribution d'un jeu aide aussi à sa possibilité de modularité ou pas. Le fait qu'un auteur dise, comme tu l'as très bien dit, Johan, tout à l'heure par rapport à Eclipse Phase, voici un jeu libre, etc., machin, ça invite nécessairement à la créativité que quelqu'un qui dit non, touchez pas à mon travail, touchez pas à mon œuvre, il faut qu'aucune virgule ne soit changée, etc., etc. Ouais, moi, du coup, ça me donne envie de réfléchir aussi à dire, avec des produits qui existent dans le commerce, essayons de créer quelque chose autour de ça. Tu vois, je pense aux cartes Magic en disant,
on parlait d'une carte qui a été créée, une carte qui existe chez toi, qui a été créée, en disant mais est-ce qu'on peut pas créer notre propre jeu de cartes et inventer notre propre règle à partir d'un jeu qui est existant, mais c'est juste entre potes, déjà on peut délirer là-dessus. Ah mais si, bien sûr que si, mais tout le monde le fait. Moi la première fois qu'on a découvert Magic, moi j'avais un pote qui était fan de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait le deck Allemagne, le deck États-Unis, le deck anglais, avec les vraies armes, les vrais noms des appareils, les vrais noms des personnages, etc. Ça donne carrément une autre image du jeu. C'était super intéressant, tu vois. Mais c'était un fan d'histoire, c'était un historien. Jérôme Lemel, je le salue au passage. Je n'ai plus du tout de nouvelles de Jérôme, mais voilà, je te dis, et c'était très intéressant. Et il l'a fait dès le départ. Je veux dire, Magic venait de sortir quasiment quand il l'a fait. On était au collège. Ouais, mais on reste encore avec du matériel générique, des cartes. Des cartes. Et du coup, à partir de là, c'est facilement recréable. Ouais. Mais tu prends un jeu avec des figurines, avec clairement des personnages clairement designés pour ce jeu ou autre. Ça devient plus compliqué. Plus cette modularité-là. En tout cas, tu es très limité. Moi, tu perds une partie de la modularité. Et surtout, il n'avait pas dans l'objectif de le commercialiser, encore une fois. Donc une fois de plus, tu vois, cette modularité, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas l'objectif de commercialiser derrière. Et du coup, est-ce que les outils... On peut même s'interroger sur le capitalisme ne tue pas la créativité en soi. Après, mais maintenant on a peut-être des outils qui permettent de contourner ça. Il suffit de voir maintenant l'accessibilité des imprimantes 3D qui permet du coup de créer avec par contre ça nécessite énormément de boulot derrière, mais je l'entends par là, non, on télécharge un fichier et go, on l'imprime, mais il faut déjà qu'il y ait le design qui est intéressant, que ce soit aux mêmes proportions, etc. Et mine de rien, c'est pas non plus extrêmement accessible, c'est pas non plus d'une simplicité folle, donc il faut quand même un tantinet de réflexion et heureusement d'ailleurs de boulot pour réussir à recréer une figurine qui va bien, mais maintenant on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de hacker du matériel, du jeu en fait, que ce soit avec le prix des imprimantes qui quand même est relativement accessible. Maintenant c'est 3 cartouches d'encre achetées, une imprimante offerte et les imprimantes 3D qui permettent de faire des choses monstrueuses avec des niveaux de finition assez dingues. Et même avant ça, le fait de l'outil informatique. Avant même l'imprimante 3D ou les IA qui dessinent pour nous maintenant, on avait quand même l'informatique, Paint, dès le début, je veux dire, voilà. La copie double, le crayon à papier. Mais ça se faisait au forceps, en fait. Que j'entends par là, tu voulais faire un dessin, fallait déjà avoir, comment ça s'appelle, le coup de pinceau qui va bien. Tu voulais créer quelque chose en relief, fallait avoir soit être bon sculpteur avec de la fimo ou autre, que maintenant tu dis ça, mais j'ai quand même un bémol. Regarde Ex Nihilo. Regarde Ex Nihilo, la difficulté que les gens, alors que pourtant il s'agit juste de créer des cartes. Et déjà, et pourtant on a comme tu dis, on a les outils. Mais parce que Ex Nihilo fait appel à l'imagination et incorpore aussi bien l'univers que la mécanique, ce qui n'est pas le cas pour une carte, par exemple, de pandémie. Ou une carte de pandémie, tu ne vas pas avoir d'histoire derrière, tu n'es même pas obligé de rajouter, d'avoir, j'allais dire, un effort de réflexion au niveau de narratif. Un petit peu quand même, il faut que ce soit cohérent avec l'univers, mais rien ne t'empêche de mettre juste éprouvette, et une carte éprouvette dans Pandémique, en fait. D'accord. Du coup, c'est quand même beaucoup plus facile à rentrer dans le jeu. Ça demande quand même un minimum de culture de tout le milieu hospitalier, vaccinal et autres. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je pense que les outils informatiques sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants pour pousser à la créativité. C'est juste que moi, c'est un point de vue purement personnel. On simplifie énormément. On ne sait pas qu'on simplifie, c'est que on donne de plus en plus d'outils qui nous permettent de rendre ça de plus en plus accessible. On rend ça de plus en plus accessible, le hacking de jeu. En parlant de pandémie, ça me fait rappeler qu'une fois j'avais fait une animation autour de ce jeu-là et j'avais demandé à mes joueurs, du coup ils étaient 2 par 2 par table, ils avaient le même scénario, c'est-à-dire que j'ai préparé l'état de telle manière, c'est un truc qui existait déjà, que l'éditeur Philosophia avait déjà proposé, sauf que j'avais rajouté ma patte avec des petites missions en plus, et notamment pour guérir les maladies dans le jeu, il fallait qu'ils se déplacent, et j'avais mis vraiment des vraies éprouvettes avec du colorant non, c'était même pas du colorant alimentaire, c'était du jus de chou rouge. Et si tu mélanges avec des trucs acides ou basiques, ça change les couleurs. Et donc j'arrivais à faire du jaune, du bleu, du rose. Et donc du coup, ils devaient faire les choses comme ça. Je leur demandais, du coup, il faut rajouter. J'ai inventé des noms. Mais bref, en fait, tout jeu peut être hacké d'une certaine manière et amener de la création. Mais oui, mais pourquoi certains encouragent à le faire et d'autres pas ? C'est toute la question de ce podcast. Parce que nous, je pense qu'on est amoureux des médias. On est amoureux de ce média, le média jeu, d'une certaine manière. Et comme tu dis,
on pousse à une réflexion, à dire on va on va dans les limites en disant mais qu'est-ce que le jeu jusqu'où le jeu peut aller, peut nous amener, nous fait réfléchir sur nous, sur les autres, sur nous-mêmes. Enfin bref, on est poussé par un truc. On voit un côté politique du jeu. Ouais, mais ce qui me fait peur dans ta réponse, c'est que ça dépend des personnes. Tu dis, bah non, c'est pas les jeux qui nous poussent à être créatifs, c'est nous qui sommes créatifs. J'aime pas trop ça. C'est essentialiste et je trouve ça faux. Je pense qu'il y a des outils, des choses qui nous poussent à être créatifs, qui nous obligent à la créativité. Le capitalisme, dans son système, dans sa forme, nous invite à la passivité. Il nous tue, en fait. Et on le voit bien, même physiquement. Il nous tue, il tue la planète, il est en train de nous cramer. Donc, non, pour moi ça dépend pas des gens. Moi, je suis très bourdieusien là-dessus. Pour moi, en fait, il y a un système does matter. Je reviens encore à mon vieux credo forgien. Pour moi, nous ne sommes pas créatifs en nous-mêmes. C'est parce qu'il y a toute une éducation, tout un système, tout un monde autour de toi qui a fait de toi, Jérémy, quelqu'un de créatif. Il y a des jeux qui te sont proposés qui ont fait de toi quelqu'un de créatif. Tu n'es pas créatif en toi. Tu as été poussé à la créativité par un environnement. Et c'est cet environnement qu'il convient de sculpter, de forger, de réfléchir, de critiquer pour améliorer les individus qui le peuple, et non pas l'inverse. C'est mon point de vue. Du coup, je comprends aussi des trucs, c'est-à-dire que d'où l'intérêt de la cellule que tu défends dans les choses en disant, bien sûr, l'outil cellule permet aux auditeurs, allez-y, créativité, ça va permettre de vous libérer l'esprit. Mais tout à fait, mais tu sais, je suis quelqu'un de très cohérent. Oui, mais ça y est, le puzzle est emboîté. Johan, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on ne parte en sur la créativité créatif? Oui, non, je me faisais l'écho à moi-même, en fait. Je t'avais déjà expliqué, le premier jeu de rôle que j'ai fait, c'était un jeu de rôle de ma création, où c'était dans un livre que je n'ai jamais retrouvé, d'ailleurs, le livre des jeunes. Je vois exactement à quoi il ressemble, mais je le retrouverai, je le cherche toujours dans les brocantes pour pouvoir te le montrer. C'est 2 pages sur le jeu de rôle, et du coup, qui décrivait peut-être que parmi les auditeurs, auditrices, le livre des jeunes m'avait marqué le livre des jeunes en jaune, le fond violet. Et je sais qu'il y a une photo où tu vois des personnes en parapente dessus. Voilà. Donc si l'un de vous peut scanner la double page sur le jeu de rôle, ou d'ailleurs tu vois un petit gamin avec un costume de dragon. Voilà. et du coup, ça me donnait en fait succinctement les règles du jeu de rôle. En fait, c'était expliqué en 2 pages. Et paf, ça fait des chocs épiques. Exactement. Il y avait un shareware qui reprenait des fiches de personnages, etc. J'ai fait la liaison entre les deux et je m'étais fait un jeu de rôle à partir de ça. Ouais. Mais moi, j'ai eu le côté créatif qui a été lancé parce que justement, j'avais un manque. Je voyais quelque chose qui pouvait être intéressant et je n'avais pas possibilité de le faire, alors je l'ai fait. Après, peut-être ce que tu disais... le système actuel n'encourage pas, peut-être parce qu'on leur dit, et ça c'est vrai que c'est peut-être un tort, ben voilà, vous avez des choses qui ont été créées, il y a une pléthore de choses, donc si vous ne le trouvez pas, ben achetez quelque chose d'autre, c'est peut-être là-dedans que vous aurez la perle rare. Et on ne te dit pas, écoute, fabrique-toi ton huître en fait. Il y a un truc qui m'a toujours désolé sur les forums. À l'époque, quand les forums avaient de l'impact, mais aujourd'hui j'imagine c'est la même chose sur les réseaux sociaux, c'est quand quelqu'un arrive avec un jeu et que les premiers commentaires, c'est quelqu'un qui dit « Oh, ça existe déjà, va voir ça ». Ou alors, tu prends Cthulhu et t'adaptes, par exemple. Qui est la caricature, tu vois, du jeu de rôle. J'ai envie de faire un jeu et tout. Bon, tu prends Cthulhu et tu prends le système de la paix du Cthulhu et puis t'adaptes. Ou alors les gens qui disent j'ai envie de faire un jeu sur des hackers et tout. Et qui disent mais ça existe déjà, c'est Netrunner, c'est ceci, c'est cela, tac, tac. Et ça, sur tous les trucs, ça c'est une connerie. Si vous faites ça, auditrice, auditeur de la cellule, si j'en vois un faire ça, je fais rien. Non, mais il faut surtout ne jamais faire ça. Ça, c'est de la censure qui ne dit pas son nom. En fait, c'est décourager. C'est du découragement gratos, quoi. On dit, mais ça sert à rien de créer. De toute façon, ça existe déjà. C'est nul parce que si ça se trouve, la façon dont lui conçoit le hacking, la façon dont lui conçoit les vampires, par exemple, un mec qui arrive et qui dit, ou une meuf qui dit, j'ai envie de faire un jeu sur les vampires. Si vous lui répondez, mais ça existe déjà, ça s'appelle Vampire la Mascarade. Vous êtes un connard ou une connasse, parce qu'en réalité un con, simplement. Un con, ouais. Souvent, c'est des hommes, en plus. Mais donc, parce qu'en réalité, si ça se trouve, elle a pas, ou il n'a pas la même vision du vampire que vous. Lui, son vampire, c'est celui de Twilight. Et donc, du coup, ça donnera un jeu fondamentalement
totalement différent. Si ça se trouve. Donc arrêtez de décourager les gens. Et au-delà Putain. même du côté novateur que la personne pourrait apporter, c'est peut-être l'une de ses premières créations en Mais fait. oui. Moi, je sais que j'ai un exemple qui me revient souvent par rapport à mon boulot, donc dans l'informatique, où j'ai une utilisatrice qui était toute contente de me dire qu'elle avait réussi dans Excel à faire la fonction si. Donc si telle cellule a telle valeur, alors ma cellule actuelle aura telle valeur ou telle valeur. C'est un truc tout simple, tout bateau. Mais la personne ne comprenait pas du tout ce concept-là. Elle n'avait pas du tout un paradigme qui allait avec Excel. Et le fait d'avoir réussi à faire ça, elle était toute contente. Oui. Elle en avait parlé à des collègues qui lui disent « Mais c'est une basique, t'es conne !» Voilà. Et là, ça l'a bloqué complètement. Elle a plus du tout touché à Excel pendant des années. Et je trouve ça du délire complet en fait. Non, c'est tragique. C'est... Ouais. Donc, il y a aussi un autre truc pour les jeux modulables, la créativité. C'est les personnes aussi. Tu vois, ça implique de changer aussi son regard sur le monde, de se dire j'ai le droit de hacker Donjons et Dominos. J'ai le droit de trouver que Vampire la Mascarade, c'est un jeu qui n'est pas terrible. Tant pis s'il y a toute une communauté qui me dit non, c'est trop génial. Ou Magic, tu vois. J'ai le droit de critiquer Magic l'Assemblée. C'est pas parce que tout le monde joue à ce jeu de cartes que je n'ai pas le droit de critiquer Magic l'Assemblée et de vouloir le dépasser, de vouloir créer quelque chose de différent, de plus adapté à mes moyens, à mes besoins, etc. J'ai le droit de critiquer, j'ai le droit de chercher à faire quelque chose adapté. Je dis pas meilleur, je dis pas moins bien, on s'en fout. On n'est pas dans la volonté de faire quelque chose de forcément de mieux, mais de plus adapté à mes besoins. Ouais, et ça fait partie. Et puis comme on l'expliquait un peu plus tôt dans le podcast, ou même il y a très longtemps dans le podcast, je sais pas trop à quel moment on en avait parlé, le côté créatif, dès le moment où il y a une nouvelle création qui est faite, même si c'est inspiré d'eux, ben, ça va peut-être te donner une idée qui va te permettre du coup d'enrichir aussi de la création, qui va du coup, comme on a eu un rebond tous les trois ensemble, en fait, tout simplement. Un maelstrom. Et il faut absolument qu'il y ait de la créativité. Voilà. Jérémy, Johan, on a bien... Là, je pense qu'on a poussé les coups de gueule qu'on avait envie de pousser, là, je pense, non ? Ouais, puis ça permet de délimiter des concepts tout autour de tout ça, qui est oser, créer. C'est l'avenir, c'est la liberté. Exactement, bravo. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup, Jérémy, d'être venu avec cette version de Donjons et Dominos, de t'être donné le droit de hacker Donjons et Dominos et d'en faire un meilleur jeu. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Au revoir. Bisous. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.